Eh bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Enfin, bonsoir. Alors, vous savez que c'est une séance un peu exceptionnelle. Habituellement, ici, pour les habitués, tous les vendredis à 18h30, nous avons un cours de cinéma. Certains ici même ont pu en donner déjà au Forum des Images. Et donc là, c'est dans le cadre de ce cycle ABCD honoré. Donc, je vous rappelle, c'est un abécédaire donc programmé entièrement imaginé par Christophe Honoré pendant pratiquement 3 mois et plus de 100 séances. Et donc, dans cet abécédaire, à la lettre C, il a choisi de mettre en avant et en lumière le métier de critique, et la critique de cinéma en général. Donc, c'est comme critique. Et on a eu l'idée il y a la critique, mais il y a aussi les critiques, c'est-à-dire qui se cache derrière la critique. Ce sont des hommes et des femmes qui ont un métier dont on va parler aujourd'hui. Et donc on vous remercie toutes et tous d'être présents. Et pour commencer cette conversation à laquelle vous participerez, évidemment je l'espère, eh bien, de manière très simple, je vais demander à chacun de se présenter, de dire pour quel média où il écrit, oui, il écrit globalement, même si je sais que certains d'entre vous ont aussi d'autres activités. Donc de se présenter et simplement de me dire quel est le dernier texte que vous avez écrit et quel est le premier texte de vous qui a été publié, si vous vous en souvenez. Voilà. Alors, qui veut entamer ? Je sens que Jordan, ici, on va lui laisser le temps de la réflexion et commencer par Pierre. Ça y est, ça commence déjà, on va faire un tour de table, comme ça. Alors, Pierre Eugène, je suis membre du comité de rédaction des Cahiers du cinéma depuis 1 an et demi maintenant. Le dernier texte sur lequel j'ai écrit dans le numéro des Cahiers qui est encore en vente jusqu'à mercredi prochain, c'est sur La jeune fille et l'araignée, film des frères Urcher, magnifique film que je vous conseille très, très chaleureusement d'aller voir. Et le premier, alors je ne sais plus trop, je crois que c'était un film de Strobe Wiley, dans une petite revue, dans un petit fanzine qui a disparu, qui s'appelait Stardust Memories. Voilà, en hommage à Woody Allen. À 2005-2006, donc ça fait quand même un certain temps. Donc vous travaillez pour un mensuel, c'est ça ? Oui, pour un mensuel. Essentiellement. Et il m'est arrivé aussi d'écrire quand même assez régulièrement dans Trafic, donc revue trimestrielle, de critiques et voilà, fondée par Serge Danet, donc quand même très lié à la critique aussi, mais effectivement sur un autre type peut-être de format que celui qu'on aborde aujourd'hui. Nathalie Chifflet. Bonsoir, donc je m'appelle Nathalie Chifflet, je travaille pour la presse quotidienne régionale. Je travaille pour un groupement de journaux. C'est un groupe de presse qui a été formé il y a une dizaine d'années, qui regroupe des journaux de l'Est de la France. Donc, comme l'Est républicain, le Républicain lorrain, il y a les journaux alsaciens, comme les Dernières Nouvelles d'Alsace, il y a également le Progrès de Lyon ou le Dauphiné Libéré. Donc j'écris chaque semaine. Donc j'ai une page le mercredi, j'écris sur l'actualité du cinéma. Il y a une actualité un peu différente que les critiques de films. Ma première critique était une critique non parue, en fait. On m'avait demandé d'écrire sur Gazon maudit. Et le critique en chef, à l'époque, c'était... Ça va faire vieux de la vieille. Par fax, j'envoyais mon texte depuis Paris à Strasbourg, aux Dernières Nouvelles d'Alsace, et le critique en place m'a répondu « Désolé, je ne passe pas, c'est nul ». Donc ça a commencé par un échec, et je me suis dit plus jamais, moi qui rêvais d'écrire sur le cinéma, plus jamais j'écrirai sur le cinéma. Eh bien si, donc c'était possible. Je suis très heureuse d'être critique de cinéma, mais j'ai pas un dernier article cette semaine. J'ai écrit sur les films qui sortaient mercredi. Il y avait The French Dispatch, il y avait aussi La Fracture, il y avait Le Pardon, qui est un film iranien, entre autres. Voilà. Philippe Rouillet. Alors moi, je suis à Positif depuis 85. Et mon premier texte, c'était donc en septembre 85, dans le numéro daté de septembre 85, c'était Notre mariage, le premier film de Valeria Sarmiento, qui était productrice et compagne de Raoul Ruiz. Voilà. Et ça me plaisait que mon premier texte soit pour un premier long métrage. Après, j'ai rencontré plus tard Valeria Sarmiento, j'ai dit, bon, on a débuté ensemble. Voilà. Mon dernier texte, en fait, c'est l'entretien avec Jacques Audiard, pour Positif. Mais je suis aussi dans une autre revue qui s'appelle Psychologie, qui est aussi mensuelle,
mais où je fais une page cinéma, et voilà, il n'y a personne d'autre pour parler du cinéma. Le Positif est évidemment une revue de cinéma. Les gens du forum connaissent cette revue parce qu'on y fait des avant-premières. Psychologie, évidemment, les gens n'achètent pas Psychologie pour la page cinéma, mais je trouve ça très intéressant là de s'adresser de manière très sérieuse, de faire un choix de film pour des gens qui s'intéressent à autre chose et qui se disent pourquoi j'irai pas au cinéma. Et là, mon dernier texte, c'était sur le film d'Almodovar qui va sortir le 1er décembre, M'adresse parallélas, parce que on est très en avant. Enfin, je veux dire, j'ai redu mon texte lundi pour une publication fin novembre, alors que le film sort le 1er décembre. Voilà. Et j'ai aussi la télé. Voilà, c'est important. Enfin, je veux dire, c'est important. C'est important j'aime une activité critique qui se diversifie. Et on fait une émission qui s'appelle Le Cercle, qui est comme Le Masque et la Plume, si vous voulez, avec des critiques autour de la table qui se disputent sur les films de la sortie, avec, par rapport au Masque, la possibilité de parler des images qu'on a. Les distributeurs nous envoient des extraits et donc on peut commenter les extraits. Quand on parle de la mise en scène, on peut s'appuyer sur l'extrait pour commenter la mise en scène. Et ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant, qu'on peut faire. C'est sur une chaîne du câble, enfin, c'est Canal+, et Canal+ Cinéma. Faut se souvenir qu'en 1976, quand Le Masque et la Plume avait voulu être à la télévision, le bureau de liaison des industries cinématographiques avait dit hors de question. Là, c'est possible. Et j'ai aussi une radio, enfin je suis à France Culture, j'ai une émission mensuelle qui s'appelle Mauvais Genre, enfin elle est hebdomadaire, mais mensuellement le cinéma, où là c'est après coup, c'est plutôt les DVD. C'est-à-dire qu'on parle que de films de genre, mais bon, voilà, tous les genres, y compris le burlesque, hein, par exemple. Et donc c'est pas du tout l'actualité, c'est l'actualité du DVD, et même encore 2-3 mois parfois après la sortie. Mais c'est un autre régime, et c'est intéressant aussi, et je trouve que la critique doit être diversifiée. Par ailleurs, je suis président du syndicat de la critique. C'est ce que j'allais... Oui. Président du syndicat de la critique, oui, bon, c'est pour ça qu'il est assis au milieu, en pleine lumière. Président du syndicat de la critique, syndicat avec lequel, qui est en partenariat, évidemment, sur l'organisation de cette table ronde au sein du cycle Honoré. On y reviendra, justement. Et sur ce syndicat de la critique, le syndicat de la critique distribue également des prix chaque année. Ça se passe à la Cinémathèque, chez notre ami et collègue. Et il y a eu un nouveau prix, le prix de la jeune critique, qui justement a été attribué pour la première année à Chloé, qui va se présenter. Chloé Cavillier, oui. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Chloé Cavillier, j'écris pour 2 revues. La première, c'est Criticat, qui est une revue en ligne, numérique. Ça fait à peu près 3 ans que j'écris pour eux. Et j'écris aussi pour Bref, qui est la revue éditée par l'agence du court-métrage, donc entièrement dédiée au format court, du coup, depuis à peu près 2 ans. Le dernier film sur lequel j'ai écrit, je crois que c'était le film de Roy Anderson, Pour l'éternité. Donc ça remonte à quelques mois déjà. Et le tout premier texte sur lequel j'ai écrit, c'est un texte qui m'a été imposé, chose un peu rare à Criticat parce qu'on a plutôt pour coutume de choisir en fait les textes sur lesquels on écrit là-bas. Et c'était Colette avec Keira Knightley, mais je me souviens pas du nom du réalisateur. Et voilà, c'était mon test d'entrée, mon texte d'entrée aussi pour Criticat. Est-ce que Bref alors il y avait une revue papier, ils sont passés en ligne. Il y a toujours une revue papier. Il y a toujours une revue papier qui est seulement le rythme a changé en fait. C'est une publication annuelle maintenant. Et sinon il y a aussi effectivement la version numérique puisque Bref est aussi une plateforme de SVOD. Et donc voilà, à chaque fois il y a un film qui est mis, 3 films qui sont mis en ligne chaque semaine et des critiques qui accompagnent les films. Jordan Minzer, qui est aussi, j'allais dire presque un habitué du Forum des images, qu'on a déjà vu ici pour notamment une masterclass avec Darius Kanji. Oui. Qui êtes-vous, Jordan Minzer? Que faites-vous ici? Alors je précise que Jordan revient de New York il y a quelques heures, donc il est possible qu'il ait des petites absences. Vous l'excuserez, voilà, parce qu'il y a le décalage horaire qui fait son J'ai bu aussi un verre avec vous. Donc... Ça, il ne fallait pas le préciser. Mais... Non, mais donc moi, je suis critique américain en France et en fait, je travaille pour The Hollywood Reporter. Et c'est un peu différent d'un journal classique parce que c'est ce qu'on appelle un trade paper. C'est un journal professionnel qui, à la base, était destiné vraiment à l'industrie du cinéma. Il y avait 2 trade papers. Il y a Hollywood Reporter et Variety. Et en fait, nos critiques ne sont pas juste des critiques de films un peu classiques
pour dire si on aime le film ou pas, ou analyser le film. Il y a aussi une partie, on peut dire, du marché dans la critique, où il faut analyser le potentiel du marché box-office et vente d'un film. Donc, quand j'ai commencé, en fait, j'étais à Variety, il y a 10 ans, j'ai commencé, et je me souviens, ils m'ont donné, moi je choisissais pas, je choisis toujours pas vraiment ce que je vais faire, et ils m'ont donné un papier sur une comédie française, et je me souviens du titre maintenant, ça s'appelait Notre univers impitoyable, et c'était vraiment très mauvais, et j'ai écrit un papier très, très mauvais, très méchant, je veux dire, et mon dernier papier, c'était pour The Hollywood Reporter, et c'était sur... on dit en anglais Eiffel, le biopic là, sur la tour Eiffel, et aussi un papier très méchant. Voilà, donc, ou très juste, hein, tout simplement. Oui, voilà. Eh bien, on va poursuivre la conversation maintenant que l'on vous connaît un petit peu mieux. Et pour juste entamer cette conversation, je vais vous passer un extrait. Donc c'est le premier extrait, Noémie en cabine. C'est un extrait un petit peu long, ce sera le seul qui est un peu long, qui fait 5 minutes. On va avoir l'impression, on parlait tout à l'heure de la critique de cinéma à la télévision. Et là, peut-être, on va avoir l'impression de... Alors, c'est un document qui est une archive d'un monde qui a vraiment existé. Je peux vous l'assurer. Vous allez comprendre pourquoi quand on verra cet extrait. Nous sommes en mai 1983 et on va voir le journal de 13 heures présenté par Yves Mourouzi au moment de Cannes et de la présentation. Alors, c'est un petit moment de cette présentation. Donc, il y a Patrice Chéreau également pour L'homme blessé. Voilà. Et je vous laisse juste découvrir la manière dont on parlait et dont on pouvait parler encore du cinéma en 1983 sur la première chaîne française à 13h. Donc Noémie, l'extrait numéro 1, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas celui qui fait 4 minutes 58, très exactement, je crois. Alors Serge Danet, vous en sortez de la projection de ce film? C'est-à-dire que j'en ressors, parce que j'avais vu le film à Paris pas entièrement, et il m'avait un peu déçu. Donc je l'ai revu ici, dans une meilleure projection, avec une copie mieux, et je l'aime plus qu'avant. Alors j'ai toujours des réserves, mais j'en ai moins qu'avant. Alors les réserves, je peux les faire très vite. C'est que tout le monde attend Chéreau au tournant à cause de sa célébrité comme homme de théâtre. On sait bien que les rapports cinéma-théâtre, c'est très compliqué. C'est une histoire d'amour et de haine qui dure depuis que le cinéma existe. Donc c'est normal que tout le monde l'attende là-dessus. Moi j'aurais préféré peut-être personnellement que il y ait une bagarre entre cinéma et théâtre dans le film même, c'est-à-dire qu'on voit les deux arts en train de se battre. Là, j'ai un peu le sentiment des fois qu'on passe de l'un à l'autre. Et donc, je ne dirais pas que le film est théâtral, je dirais qu'il y a des choses dans le film qui sont du cinéma, du très bon cinéma, et des choses dans le film plutôt des liaisons, des passages d'un plan à un autre, une manière de construire le temps ou l'espace qui, moi, m'évoque un peu trop lourdement le théâtre. Et c'est vrai aussi au niveau de certaines parties du dialogue qui sont, à mon avis, écrites dans un style un peu désuet, un peu ancien. Alors c'est d'autant plus frappant que le personnage principal du film, donc, qui est le héros du film, qui est celui qui va porter la passion, lui a beaucoup de mal à parler. Et donc il parle avec son corps. Donc il a des élans, des départs arrêtés. Il y a un côté sportif dans sa manière d'être. Et il est immergé dans un monde de bruit et un monde de paroles. Alors, les gens qui parlent beaucoup, ça ralentit, c'est un peu dur. Les gens qui parlent moins, comme Jean, ça permet d'accélérer. Et il y a cette sorte comme ça de plusieurs vitesses, plusieurs arts, plusieurs manières d'être qui se mélangent dans le film. Alors ça peut gêner. Ça donne aussi au film son côté heurté et son côté très, très personnel, très, très particulier. Vous y avez pensé en tournant ce que vient de dire Danet Non. Non, j'ai pas pensé. Quand vous prenez la caméra, le théâtre est oublié pour vous? À peu près, à peu près. Pas ce que j'ai appris au théâtre, c'est-à-dire pas le travail avec les comédiens, pas le travail qui est de structurer une histoire, de la construire et d'arriver à la rendre. Mais de toute façon, vous savez, je pense que c'est ce que je dis depuis plusieurs années. Je veux dire, il faudra 10 ans avant qu'on arrête, pour qu'on puisse arrêter de dire que mes films sont du théâtre. Moi, je crois, ayant vu le film hier et avant de demander son avis à l'abbé Vernier après avoir vu un extrait, et sans passer à l'analyse du rapport théâtre-cinéma en ce qui concerne Chéreau, qui, moi, je l'avoue, ne m'intéresse pas tellement,
je fais la séparation entre les deux. Je dois avouer que... Mais oui, mais j'ai pas envie en plus qu'on parle de théâtre quand on parle de mon film. Non, mais c'est pour ça que... parler du sujet du film, bien sûr, de son justement. histoire. Et je voudrais dire, en ce qui me concerne, et on va voir un extrait, puis après on va rentrer dans le vif du sujet du film, que justement ces silences, ces échanges complètement silencieux entre Jean-Hugues Anglade et quelquefois Mezzogiorno, quelquefois d'autres dans le film, sont d'une justesse dans ce monde qui est un monde homosexuel, qui, je trouve, sont parfaitement peints par Patrice Chéreau dans L'homme blessé. Un dernier mot, Serge Danet, pour ne pas rester juste sur une appréciation concernant la méthode. C'est juste pour corroborer ce que dit Patrice, c'est-à-dire que le film n'est évidemment pas une chronique du ghetto comme on peut le voir dans des émissions de télévision, genre social glauque allemand. Ça c'est très bien et c'est évident, il faut le dire. L'autre écueil à mon avis, et là j'irai un peu contre lui ou contre son discours, c'est qu'il ne faut pas le dire trop vite, c'est une histoire d'amour ou de passion en général, parce qu'on noie le poisson. Moi, ce que j'aime dans le film, alors là, c'est vraiment ce que j'aime. Ah non, mais je ne veux noyer aucun poisson. Hein. C'est que, dans la mesure je veux dire, c'est une histoire entre hommes, ça c'est clair. Voilà. Et alors, je ne vais pas en train d'essayer, je suis pas venu à Cannes pour essayer de vendre le contraire. Voilà, ce qui se passe entre deux hommes, même quand il s'agit d'une histoire de passion, à l'image, au niveau des corps, de la rapidité, des rites, etc., c'est autre chose. Et je trouve que le film est absolument logique. Il n'est pas seulement une histoire de passion, c'est une passion très logique et observée avec une acuité extraordinaire sur les rites de passage d'un homme à un autre, et si ça ressemble à une passion en général, c'est celle-là en particulier. Alors, si une jeune fille était amoureuse d'un homme plus âgé qu'elle, si on faisait, il ne lui donnerait pas un canif, il fait autre chose. Or, à l'écran, on voit le canif. Et donc, Chéreau, il est bon ou il est mauvais, dans la manière dont il montre la manière dont un homme donne un canif à un jeune garçon. Donc c'est quand même ça le film, mais il ne faut pas trop vite dire c'est la passion, etc. Il faut dire que c'est ça et que c'est bien ça. Ça, c'est vraiment réussi. Bien. Alors je précise qu'il y avait des coupes, évidemment, parce qu'on n'a pas passé in extenso, on a fait un petit montage. Donc, on parle de L'homme blessé, comme je vous disais, un film choisi également par Christophe Honoré dans ce programme. Et donc, moi, c'est quand vous pouvez voir l'intégralité, ça dure 22, même 25 minutes en tout, enfin, je veux dire, ce moment, 13 heures en direct. Juste avant cette séquence, il y a même 6 minutes d'un court-métrage réalisé par Raymond Depardon qui suit Patrice Chéreau sur les lieux du tournage. Enfin, bon, voilà. C'est pas pour dire c'était mieux avant, etc., évidemment, mais c'est un document assez... vraiment, quand j'ai vu ça, vous pouvez le voir donc dans les bonus du DVD, Studio Canal, de L'homme blessé. J'aimerais que vous faire réagir juste simplement ce que vous avez vu, ce qui est encore possible, la manière dont un Yves Mourouzi, alors en tout cas c'est très franco-français, mais c'est un personnage c'est assez intéressant dans la manière dont on en parle. Je ne sais pas à qui on pourrait le comparer, mais ce document, moi, m'a complètement ravi. Je ne sais pas qui veut réagir en premier. J'ai une question, c'est vraiment le JT ? Ah oui, c'est vraiment le JT, c'était du direct. Voilà. Moi, je peux juste dire quelque chose. Alors, il s'avère que par ailleurs, j'ai fait ma thèse sur Danet, donc je connais bien Danet, et j'ai fait quelque chose autour de Chéreau et justement l'article que Danet a écrit sur ce film, les rapports. Mais bon, c'est pas pour parler de ça, mais ce qui est drôle, c'est que Danet, là, il parle du film, et le lendemain, son texte va sortir, et tout ce qu'il dit là est déjà dans son texte. Et peut-être aussi pour un sujet dont on peut parler ensemble, c'est les rapports entre la parole ou l'échange cinéphilique et ce qui se transcrit dans un texte. Et Danet est quelqu'un qui parle beaucoup, c'est un grand parleur, il était même surnommé la radio par certains de ses amis, et puis il avait aussi une émission de radio d'ailleurs. Et ce qui est drôle, alors je ne sais pas s'il a écrit le texte après ou avant, mais ce qui est sûr, c'est que chacune des choses qu'il dit là, les rapports sur le théâtre, les rapports sur la représentation de l'homosexualité, qui est très différente, le texte des yeux de Guibert, etc., tout ça se retrouve mot pour mot dans son article qui est publié le lendemain dans Libération. Et donc cette critique à chaud qui est exercée comme ça dans l'émission de télévision, qui va s'écrire après, enfin voilà, moi, c'est ce que je trouve particulièrement intéressant là aussi. Après, effectivement, on se dit c'est fou, 25 minutes sur Cannes, où on laisse parler les gens sans les couper. C'est même pas 25 minutes sur Cannes, c'est 25 minutes sur un film de Cannes. Oui, sur un film de Cannes. Effectivement, c'est assez fascinant, quoi.
avec aussi dans ce que dit Danet, ce qui est intéressant, c'est qu'il a revu le film à Cannes. Souvent, nous tous, critiques, on voit les films avant Cannes, enfin on en voit une partie pour prendre de l'avance, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de films qu'on revoit à Cannes, et même en dehors de Cannes, moi il m'arrive de revoir les films en projection de presse avant d'écrire dessus. Et c'est très important. Je veux dire, quand on veut faire un texte vraiment d'ampleur, par rapport à des films qui nous passionnent, évidemment, un film qui ne nous passionne pas, je veux dire, notre pire cauchemar, c'était pas la peine de le voir 2 fois. Mais un film qui nous passionne, les films sont toujours plus forts que nous. Et c'est intéressant de le voir une 2e fois. Par exemple, la première fois, moi, je ne prends jamais de notes parce que j'ai peur, en prenant des notes, de perdre quelque chose. La 2e fois, je connais le film. Donc là, je peux prendre des notes parce que je sais mieux me repérer dans le film. Et c'est toujours très, très instructif. Et on prend des notes pendant la projection ? Comment ? Pendant la projection ? Oui, il m'arrive de prendre des notes la 2e fois. Après, c'est difficilement lisible, mais on peut se souvenir de choses qu'on a voulu écrire, essayer de marquer quelque chose, c'est important. Et en tout cas, on affine. Ce qu'il dit, c'est qu'il a affiné sa vision. C'est-à-dire qu'il n'a pas détesté le film à Paris et l'aimer à Cannes. C'est à 2 semaines d'intervalle. On n'a pas ce genre de revirement, rarement. Mais c'est plutôt qu'on va affiner, on va voir des choses qu'on n'avait pas vues la première fois. Ce que je trouve fascinant, c'est le fait de confronter le cinéaste à la critique, à une critique qui n'est pas forcément complètement favorable au film, qui a des vraies critiques du film. Parce que je pense que ça c'est difficile de faire ça aujourd'hui, parce qu'il y a un certain... J'ai l'impression qu'on protège un peu Par exemple, même à Cannes, maintenant, avant la projection de presse, passait la veille de projection publique, et comme ça, la presse avait le temps de réagir sur un film. Aujourd'hui, en fait, c'est en même temps que la projection publique, ou même après, parce qu'il ne veut pas que le cinéaste, Thierry Frémaux, ne veut pas que le cinéaste soit confronté à de mauvaises critiques. Et notamment via les réseaux sociaux. Voilà. Ouais. Oui, on pourra parler de ça tout à l'heure. C'est les réseaux sociaux qui sont tout de suite... Oui, et même le trades comme Hollywood Reporter, où on va publier très, très rapidement nos papiers. Donc là, c'est très intéressant, parce que c'est justement, c'est un dialogue, et il y a le temps d'établir un vrai dialogue entre cinéaste et critique, et on ne voit pas ça tout le temps. Même avec Mourouzi qui dit oh, bah, moi je suis pas d'accord, enfin, avec Danet. Le théâtre, ça m'intéresse pas. Moi, je mets... Nathalie En fait, c'est un vrai document d'époque, c'est-à-dire que ce temps-là n'existe plus. Alors on peut trouver, on ne fume plus à la télévision déjà. C'est quand même, il y a le plagiste qui passe derrière. Enfin, c'est mal cadré. Donc aujourd'hui, il y a un soin quand même, un cadre. Quand la télévision est à Cannes, c'est beaucoup plus cadré. On n'a pas cet arrière-plan comme ça. Qui perturbe un peu ce qui est montré, ce qui est dit éventuellement. Il n'y a plus, donc c'est pour ça que c'est un document d'époque, il n'y a plus en effet de confrontation critique, et désormais, on en fait l'expérience, mais vous aussi en tant que spectateur de télévision, quand on a des cinéastes ou des acteurs ou des talents à la télévision pour parler des films, on appelle ça de la promotion. Donc il n'y a plus comme ça de débat, en fait, il n'y a pas de débat. Donc en ce sens-là, c'est un document d'époque. Et ce qui est actuel, et Philippe en a touché un mot, c'est qu'en effet, et ça aussi, les critiques en font l'expérience, mais vous aussi en tant que spectateur, on peut voir et revoir un film, on ne voit pas le même film, notre avis peut évoluer, peut changer, parce que nous-mêmes on change, ça peut être dans le temps, quand il y a beaucoup de temps entre le moment où on a découvert un film et le moment où on l'a redécouvert. Donc ça raconte comment un point de vue n'est pas figé dans le temps, y compris le point de vue de la critique, il le dit un petit peu, donc ça n'a pas changé. Donc il y a à la fois des éléments qui sont intemporels dans le rapport que la critique peut avoir à un film, que le spectateur, puisque le critique est un spectateur, et puis tout ce contexte et cet environnement sur la pratique de la critique à la télévision. Oui, non, mais moi, ce qui m'a étonnée, c'est ce qu'a dit Jordan, du coup, sur cette confrontation vraiment entre critique et réalisateur. Je crois que je vois très peu ça aujourd'hui, et je trouve ça très courageux, du coup, d'assumer vraiment son avis devant la personne qui a réalisé le film. Je crois que c'est plus facile, quelque part, de se cacher derrière un texte, en fait. Et sur cette histoire de est-ce qu'un texte est figé dans le temps ou non, bah non, effectivement, je ne crois pas non plus, parce que au même titre que nos goûts et nos avis sur les films évoluent, je pense que
aucune critique ne saurait être vraiment définitive et qu'un texte, c'est un peu le reflet de la personne qu'on est au moment où on voit le film et qu'il y a une espèce de, je sais pas, de vérité un peu de l'instant dans chaque texte et que... Voilà. Mais ça me permet justement de rallier cette réflexion à ce que voulait également Christophe Honoré. Vous savez que, alors peut-être vous avez participé à certaines séances ici, il y en aura également demain avec Tout sur ma mère et Jean-Marc Lalanne, dimanche avec Le Rayon Vert et Alain Bergala. C'est-à-dire que Christophe Honoré a souhaité des textes qu'il avait marqués il y a 20-25 ans, donc distribuer ces textes au public, inviter le critique qui avait écrit le texte. On revoit le film ensemble et ensuite on voit qu'est-ce qu'on pense aujourd'hui du film et du texte en question. Et donc il intervient, notamment il enregistrait quelques vidéos pour ça et je voulais vous poser ces mêmes questions. Donc on va voir Christophe Honoré poser des questions, c'était là adressé directement à Thierry Jousse, qu'on a reçu hier pour Lost Highway. Donc on va voir ces deux premières questions et ça va ouvrir le débat justement sur ce qu'est un texte critique. Donc l'extrait Noémie de Christophe Honoré, que j'arrêterai en cours parce que la troisième question ne vous est pas directement adressée. Bonjour Thierry, je suis ravi que tu sois avec nous ce soir. L'idée en fait un peu de ces séances où on propose comme ça à des critiques de venir, c'est pas tant en fait de vous faire parler des films que de vous faire parler de qu'est-ce que c'est que ce métier bizarre d'être critique de film et comment on l'interroge. Et dans cette idée-là, en fait, je voulais partager avec toi une réflexion qui va peut-être te paraître un peu comme ça. Je sais pas, fumeuse, mais chez moi, elle résonne en tout cas vraiment aujourd'hui. C'est en lisant Barthes, dans un livre qui s'appelle Le plaisir du texte, où à un moment, Barthes appelle à la rescousse Nietzsche, parce qu'il s'interroge en fait sur les obstacles, ce qui se dresserait devant lui au moment où il voudrait écrire sur le plaisir textuel. Et je me dis que c'est intéressant d'avoir cette résonance-là par rapport à toi, qui essaye aussi de parler par moments, j'imagine, d'un plaisir, du plaisir des images, du plaisir des sons, du plaisir du cinéma. Et donc, en fait, Barthes cite Nietzsche, et Nietzsche écrit « Nous ne sommes pas assez subtils pour apercevoir l'écoulement probablement absolu du devenir. Le permanent n'existe que grâce à nos organes grossiers qui résument et ramènent les choses à des plans communs, alors que rien n'existe sous cette forme. L'harpe, écrit encore Nietzsche, est à chaque instant une chose neuve. Nous affirmons la forme parce que nous ne pouvons pas saisir la subtilité d'un mouvement absolu. » Et moi, je dois t'avouer que depuis que je fais des films, je crois à la vie permanente des films. Je crois que les films continuent de vivre après qu'on les ait fabriqués et qu'ils sont, comme dirait Nietzsche, en fait, à chaque instant, une chose neuve. Et qu'il faudrait accompagner en fait cette vie, cet organisme que sont les films. Et je me dis que peut-être une manière de réinventer la critique aujourd'hui, c'est justement de ne pas figer. De ne pas se dire qu'un texte soudain vient cerner, délimiter, donner une forme en fait, à un film, mais au contraire d'essayer comme ça d'avoir une écriture qui accompagnerait en fait, l'impermanence des films. Et c'est là-dessus en fait, que je voulais te faire un peu réagir en te disant comment on pourrait inventer une critique d'aujourd'hui qui ne se satisfait pas en fait, de dire quelque chose sur un film, mais qui au contraire essaye d'être au plus proche en fait, de toutes les variations et de la vie de chaque instant d'un film. Ma deuxième question, en fait, c'est par rapport à une question que m'ont posée les gens de la Semaine de la Critique, en fait, le syndicat des critiques. C'était les 60 ans de la Semaine de la Critique et ils ont demandé à des producteurs, à des gens de cinéma, de répondre à cette question: est-ce que la critique aide à faire des films? Et sans ironie aucune, je voudrais te poser la question: est-ce que pour toi, le cinéma t'a aidé à faire des critiques? Ou est-ce que par moment, ça a été un obstacle? Enfin bon, je sais pas. Voilà. Est-ce que le cinéma aide à faire des critiques? Donc on va oublier Barthes, Nietzsche, tout ça, parce que voilà, enfin, bon, la citation en plus, il faut la... Mais on a commencé à en parler, c'est voilà, cette idée d'inventer une critique. Est-ce que le critique est forcément relative au temps dans lequel elle était écrite? Est-ce qu'on fige les choses? On a déjà un petit peu parlé. Donc, de vous faire réagir un petit peu là-dessus. Quand vous êtes critique,
vous êtes critique. Donc, oui, parce qu'en fait, j'ai fait un peu de recherche dans le trade paper, justement dans Variety et Hollywood Reporter dans le passé, en fait, parce que les critiques sont l'idée de trade papers. On est le premier à faire des critiques de films parce qu'il y avait des projections de presse que pour les trade papers historiquement, avant tout le monde, parce que c'était pour l'industrie. Et j'étais regardé des papiers sur des films qui sont considérés comme des grands films aujourd'hui. Et c'est très drôle parce que souvent les papiers sont, par exemple, 2001 de Kubrick, c'est un critique assez méchant, un critique méchant qui disent que le film est intéressant, mais c'est tout sauf monumental et ça va être complètement oublié dans l'histoire de la science-fiction. Et le critique après, il cite d'autres films science-fiction dont on a complètement oublié en disant que c'est beaucoup mieux. On va se souvenir de ces films, mais pas de 2001 de Kubrick. C'est pareil pour Le Parrain. Donc on a des grands films qui sont sur le vif, en tout cas la réaction peut être très négative. Donc bien sûr ça n'a pas figé le film, ces films ont en fait marché malgré ces mauvaises critiques, on peut dire. Mais c'est intéressant parce que le fait de devoir réagir très rapidement quand on écrit pour des trade papers, parfois on peut complètement se tromper si on veut, si on peut se tromper sur un film, c'est possible. Se tromper par rapport à la réussite du film, enfin, en tout cas au fait mais au même box-office. à l'importance du film plus tard, c'est-à-dire que peut-être le film ne satisfait pas le marché de l'époque, mais aujourd'hui on va regarder ça. C'était pareil pour Vertigo de Hitchcock, très mauvaise critique dans les trade papers, donc aujourd'hui considéré comme le meilleur film. Voilà. Mais vous, cher Jordan Minzer, vous est-il arrivé de vous tromper, justement, en tout cas de d'écrire quelque chose qu'aujourd'hui vous regrettez, que vous essayez de cacher? Mais je pense, en fait, le fait de devoir écrire très rapidement, par exemple à Cannes, quand on a des films, moi je dois courir à écrire mon papier dans 2 heures après le film, et c'est un papier parfois assez long. Je pense parfois je suis trop enthousiaste, en fait, c'est-à-dire qu'on est porté par la projection d'un film à Cannes, et parfois on peut être un peu trop enthousiaste, donc je pense que je me suis plus trompé dans ce sens-là. De trop aimer un film. Et après, de revoir le film et de dire, en fait, c'est pas mal, mais j'étais clairement emporté un peu par le temps, et même le temps d'écriture qui était très rapide. Il faut dire qu'il faut faire plus confiance aux critiques au début du festival qu'à la fin du festival? Non, je pense que c'est mieux dans l'autre sens, en fait. À la fin, le côté excitation est un peu parti. C'est un peu le retour sur Terre, c'est peut-être mieux à la fin, en fait. C'est la gueule de bois, c'est bien. Qui veut réagir en tout cas sur ce thème de l'écriture permanente ou des films impermanents? Pierre, Nathalie, peut-être un petit commentaire sur ce qu'a dit Christophe. L'idée qu'un film soit quelque chose de vivant, donc ça évidemment, un film continue à vivre comme vit un livre, voilà. C'est pas quelque chose qui, même s'il existe, il change pas. C'est le même film, mais c'est quelque chose qui vit dans le regard des gens, des spectateurs. Donc effectivement, c'est quelque chose de vivant, comme nous sommes vivants et comme le regard de chacun va nourrir ce film et son histoire et la place qu'il aura aussi dans l'histoire du cinéma, dans l'histoire des spectateurs. Mais par contre, je comprends pas trop son désir d'une critique qui puisse ne pas être quelque chose qui puisse évoluer. Parce que forcément, une critique est un point de vue à un moment donné. Alors peut-être qu'il faudrait envisager un exercice qui serait demander à un critique, un peu à manière oulipienne, une contrainte façon Oulipo, où on devrait réécrire tous les 5 ans sur un film, par exemple. Pourquoi pas, ce serait une expérience intéressante. Mais en tout cas, la critique est un point de vue à un moment donné sur un film. Se tromper, je ne sais pas, c'est un point de vue. Donc, un point de vue, voilà, il a peut-être pas de vérité, mais en tout cas, il a des arguments. Donc, c'est un point de vue à un moment donné, et peut-être aussi dans un certain état. En effet, on peut faire l'expérience. Moi, je l'ai fait il y a 2-3 ans, je crois que c'était en 2018, sur Les Éternels de Jazz Hancock. À Cannes, je pense que je suis passée un peu à côté. Et quand je l'ai revu, j'ai trouvé que c'était un très grand film. Et ce qui n'était pas le cas sur le moment de son visionnage à Cannes, parce que on voit 20, 30 films, on est fatigué, on n'a peut-être pas on n'est pas aussi disponible qu'il le faudrait pour le film, surtout quand c'est un film exigeant, avec
qui n'est pas simple à analyser sur le moment et qu'on doit produire. En effet, on doit rendre rapidement, quand on est à Cannes, on doit rendre rapidement nos critiques. Donc on n'a pas le temps de cette maturation, cette réflexion. En tout cas, cette idée qu'une critique qui évolue, je ne sais pas où il veut nous amener, Christophe Honoré, mais non, c'est un point de vue à un moment donné qu'il faut assumer, défendre. On évoquait juste hier avec Thierry Jousse, Jonathan Coe, qui a, si vous le savez peut-être, a fait cette expérience d'écrire sur un même film tous les 2 ou 3 ans ou 5 ans sur la vie privée de Sherlock Holmes. C'est un très beau livre. Jonathan Coe, qu'on recevra ici même en novembre. Je profite pour... voilà. Philippe, est-ce que... Oui, c'est-à-dire que... Oui, c'est marrant parce que là, ressort cette semaine Van Gogh, le Piala, que j'ai revu. Et j'avais écrit à Positif sur l'époque un article très enthousiaste, et je suis toujours aussi enthousiaste sur le film, mais c'est évident que si je devais écrire 2 pages sur le film aujourd'hui, je n'écrirais pas du tout les mêmes 2 pages. C'est-à-dire que le film m'enthousiasme tout autant qu'à sa sortie, mais il m'enthousiasme par d'autres aspects. Parce que tout simplement, moi j'ai changé, voilà, et le film, il est toujours le même, mais ça c'est l'expérience que font tous les spectateurs et tous les lecteurs. Il y a des livres qui vous accompagnent toute votre vie, des films qui vous accompagnent toute votre vie, et quand vous les revoyez aux différentes étapes de votre vie, vous avez un point de vue, vous prenez d'autres choses dedans. C'est-à-dire que je ne renie pas du tout ce que j'ai écrit, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui. Et ce que j'ai écrit n'est pas faux, c'est bien dans le film, mais aujourd'hui, ce n'est pas ça qui me semble le plus important. Alors après, c'est vrai que les films, ils sont vus dans un contexte. Cette personne qui a écrit dans une revue corporatiste pour 2001, effectivement, il voit le film au tout début. Aujourd'hui, plus personne ne dirait que le film n'existera pas dans l'histoire de la science-fiction. Même ceux qui détestent, et il y en a plein qui détestent aujourd'hui 2001, ils vont jamais écrire ça, parce que la réalité est passée derrière. Et on ne peut pas s'empêcher, on est des êtres humains, on est dans un contexte. Par exemple, le mois prochain va sortir L'événement, le film d'Audrey Diwan. Le film a eu le Lion d'Or à Venise. Eh bien, le fait que le film a eu le Lion d'Or à Venise va impacter les critiques. Parce que, au-delà de dire si c'est un bon film, est-ce que ce film méritait le Lion d'Or? Surtout que 4 mois après, on a vu d'autres films de Venise. Donc forcément, on se dit, alors oui, alors on compare forcément. Et c'est très injuste par rapport au film, parce que le film, il est toujours le même. Et la question, enfin pour moi, la question que peut poser le critique, c'est tout dépend où on écrit. C'est-à-dire qu'à psychologie, la question est, est-ce que je demande aux gens d'aller le voir ou pas? À Positif, c'est autre chose. Je propose plus de l'analyse, je m'adresse plus à des gens qui ont déjà vu le film. C'est une autre manière de voir la critique. Mais en tout cas, il y a ce contexte-là. Mais quand on reverra l'événement dans 20 ans, on s'en foutra pas mal qu'il y ait eu le Lion d'Or à Venise en 2021. Le film sera dégagé de ça. Et il faut bien penser à ça. Après l'expérience de Cannes, on l'a tous fait, nous critiques, les films sont les uns contre les autres. Et on choisit, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne choisit pas l'ordre. Par exemple, si vous vous dites, je suis à Paris, je vais me faire 4 films aujourd'hui, vous allez choisir l'ordre dans lequel vous allez les voir. Et c'est quand même très important. À Cannes, vous ne choisissez rien. Vous pouvez voir un chef-d'œuvre à 8h30 le matin. Et bien, si vous voyez juste après un autre film que vous avez juste eu le temps de faire pipi entre les deux, ce numéro d'ardoise magique, vous devez tout effacer pour être totalement disponible, c'est le mot de Nathalie, au nouveau film, c'est parfois très difficile parce que le film que vous avez vu là vit très fort en vous, vous l'aimez et vous n'auriez qu'une envie, c'est d'aller à votre chambre d'hôtel ou en terrasse boire un verre pour laisser le film germer en vous et tout ça, alors que là, il faut l'oublier, c'est d'une violence très forte, quelque chose que vous avez aimé, vous allez l'oublier pour faire de la place au nouveau. Et ben, le nouveau, il a parfois du mal à se faire une place et quand on le verra 1 mois après ou 2 mois après à Paris, on dira, bah oui, on l'a mal vu parce qu'on était encore sur le précédent. Pierre ? Ouais, alors moi je suis assez d'accord avec ce que disait Nathalie. J'ai 2 choses. La première, c'est que effectivement les films sont des organismes. Moi je dis toujours que les films sont des organismes, c'est-à-dire des personnes ou des animaux avec lesquels on interagit, c'est-à-dire qu'ils ont des bons morceaux, des mauvais morceaux, on réagit avec eux. Enfin, il y a toute une phase d'approche comme ça. Et donc on ne peut jamais juger un film dans son entier, ou on juge en tout cas un certain rapport qu'on a avec lui. Et donc je me rappelle notamment quand j'ai écrit à Criticat il y a longtemps, et j'ai écrit sur la série de Rivette Out 1. Je devais écrire mon texte le lendemain du 13 novembre.
donc à un moment quand même très particulier d'histoire française. Et un moment très cafardeux, très étrange. Et donc, évidemment, mon texte s'en est retrouvé. Mais j'ai aussi trouvé dans cette série, qui elle-même est très étrange, de personnages errants, complètement azimutés, de complots qui n'émergent pas, qui disparaissent. C'est un film, tu dis une série, mais c'est quand même... c'est un film de 12h30. Oui, c'est vrai. 12h30. Mais qui avait été refait en épisode. C'est vrai que et qui a un peu cet aspect sériel, mais effectivement, tu as raison, c'est un film. Et du coup, effectivement, ça a impacté, mais je pense que là, c'est un cas un peu très particulier. Mais au fond, il me semble que les conditions dans lesquelles on voit les films sont très, agissent quand même beaucoup, que ce soit Cannes, que ce soit le fait qu'on les voit sur un lien ou dans une projection de presse, que ce soit le fait que les films y ait déjà eu des textes dessus. Ça joue aussi beaucoup. Quand on voit un film en projection de presse, personne n'a écrit dessus, on est dans une forme de virginité par rapport au film. Si on fait un rattrapage après sortie, déjà le texte n'est plus le même. Voilà, il y a les festivals, etc. Donc voilà, je pense que le texte marque effectivement un moment dans le temps et l'espace particulier, et aussi un rapport quand même un peu personnel. Après, ça dépend aussi du support dans lequel on écrit, la place qu'on a pour le faire, évidemment. Mais ça m'intéresse, donc vous êtes donc vous êtes de générations et de profils très différents. Il y a des mensuels, des revues en ligne, une revue un peu plus corporatiste, c'est ce que l'on dit en français. La presse régionale quotidienne, la PQR, la presse quotidienne régionale. Voilà. Alors ma question est très concrète. Est-ce qu'on peut vivre du métier de critique? Ça peut intéresser certaines personnes dans la salle. Comment on devient critique et est-ce qu'on peut en vivre? Quel est votre... Sans entrer dans des détails trop... Chloé, je ne sais pas si tu veux commencer. Moi, je ne pense pas non, qu'on puisse... On ne peut pas en vivre. Ouais, non, ou alors c'est vraiment des exceptions. Enfin, c'est très rare, quoi. Mais non, je ne pense pas. Je pense qu'on est toujours obligé de combiner plusieurs choses. Il y a pas mal de critiques qui sont, par exemple, professeurs, par ailleurs, ça arrive régulièrement. Moi, je travaille à plein temps, je fais de la programmation. Ça arrive aussi régulièrement que les deux se combinent. Mais non, c'est très difficile. Pour partir de mon cas, Criticat, c'est une revue bénévole. Donc je suis pas payée pour ce que je fais. C'est une revue qui, depuis ses débuts, elle a été créée en 2004, tient vraiment par la passion. Enfin voilà. Pas rien d'autre, puisque personne n'est rémunéré. Bref, je suis payée en tant que pigiste, mais ça représente, c'est, on va dire, du bonus, pour le dire un peu. Mais c'est pas du tout des sommes qui me permettent d'avoir une stabilité minimum. Donc et ce qui est délicat, et on en parlait tout à l'heure un petit peu, c'est que en même temps, on peut pas vivre que de ça, mais en même temps, quand on a un travail à temps plein, on ne peut pas voir les films puisque les projections presse ont la plupart du temps lieu en journée. Donc on se retrouve dans une situation très complexe de vouloir écrire sur les films et de ne pas pouvoir les voir. Enfin, c'est assez... je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais... Je ne sais pas, je peux rebondir parce qu'on est effectivement un peu dans la même situation. Alors moi, il s'avère que j'enseigne à l'université, je suis maître de conférence à la fac d'Amiens aussi, ce qui est une activité qui pourrait sembler proche, c'est-à-dire une activité intellectuelle où on a du temps pour écrire, etc. Sur le cinéma. Et sur le cinéma, voilà, j'enseigne effectivement le cinéma, mais qui en fait est complètement différente, obéit non seulement à des logiques, mais à la rigueur, on peut écrire de la même manière. Le truc, c'est qu'on ne fait pas du tout le même type d'activité. Et... j'ai plus de temps peut-être pour aller aux projections de presse qu'avec un travail à plein temps, mais il reste que, effectivement, s'il y a une forme de schizophrénie qui est liée, alors ça, c'est peut-être vous qui pourrez plus en parler, au fait que ce métier commence à disparaître. Ce métier a commencé à disparaître en tant que métier, c'est-à-dire en tant que profession, en bonne et due forme, c'est-à-dire qu'avec un vrai salaire, une activité à plein temps, et même, je pense que pour les cahiers, je parle là vraiment pour la revue elle-même, on manque de critiques qui pourraient vraiment voir tous les films, qui pourraient écrire, et même si on est payé au cahier et que la pige est quand même correctement payée. Correctement payé, qu'est-ce que c'est? Je peux le dire, c'est à peu près 50 € le feuillet. Un feuillet, c'est 1500 signes. Une page, c'est 4000 signes. Voilà, ça vous donne. Et dans les cahiers, il y a 300 000 signes.
Donc c'est quand même une revue qui, voilà, ça coûte de l'argent quand même de faire une revue papier qui paye les gens. Et puis il y a aussi une iconographe, enfin il y a toutes sortes de gens en plus auxquels on ne pense pas forcément, qui travaillent dans la revue. Après, il reste qu'on écrit rarement plus de 5 ou 6 pages dans la revue. Voilà, c'est ce qui est... Parce qu'on est, je ne sais plus d'une dizaine au comité de rédaction, qui a en plus toutes sortes de pigistes, et donc effectivement le numéro est pris en charge par une vingtaine ou 25 personnes dans les textes mêmes. Donc cette fragmentation fait qu'on ne s'en sort pas avec un SMIC par mois, même si on le voudrait. Moi je ne le veux pas et je ne pourrais pas le faire, mais effectivement... il y a cette problématique-là. Ouais. Et il y a 3 salariés au cahier qui sont le rédacteur en chef, et, enfin de ceux qui écrivent, le rédacteur en chef et les 2 rédacteurs en chef adjoints, donc Marco Suzal, Charlotte Garçon et Fernando Gonzo pour les rédacteurs en chef adjoints. Nathalie, si vous voulez réagir. Alors c'est vrai qu'il y a ce que traduisent à la fois Chloé et puis Pierre, c'est une grande précarité de la critique. Il est difficile de bien vivre de la critique. Pour ma part, je suis salariée, donc c'est vraiment, et c'est un statut qui donc en CDI, hein, ça fait bientôt 30 ans que je fais ce métier, mais c'est quelque chose qui devient pas du tout la norme. Il y a beaucoup de supports qui ne payent pas les critiques. Donc évidemment, il faut faire autre chose. Enfin, voilà, l'amour de l'art, c'est formidable. Et donc voilà, moi j'ai beaucoup de chance, mais peut-être je viens d'un temps où c'était possible. Oui, moi j'ai aussi beaucoup de chance parce que c'est pareil, comme Nathalie, on est un peu les anciens. Donc moi je suis pas salarié, je suis pigiste, mais j'arrive à peu près à vivre de la critique en multipliant les supports. Même si Positif est totalement bénévole, hein, c'est vraiment la revue comme les cahiers. Alors nous, on est encore plus nombreux que vous, parce que comme c'est même pas 50 € le feuillet, c'est 0 € le feuillet, donc il faut être encore plus. Mais pour moi qui voulais en faire un métier, ça a toujours été un atout, parce que ça m'a servi de carte de visite. C'est-à-dire que je n'avais pas besoin de faire de CV, enfin j'en fais quand même, mais quand les gens voulaient m'engager, voilà, je suis là, vous pouvez lire mes textes, ils sont disponibles, voilà. Et je me suis servi toujours de Positif pour trouver d'autres supports. Alors, ce que je fais pour compléter, c'est des présentations de films payés, qui sont généralement pas des films d'actualité, qui sont plutôt des films de patrimoine. C'est une autre corde que j'ai à mon arc, où j'aime bien être en même temps critique historien de cinéma. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les critiques de cinéma aujourd'hui, ne serait-ce que pour pas devenir fou, parce que si vous faites que le nez dans l'actualité, que vous voyez les 15 films qui sortent le mercredi, c'est pas toujours la fête. Donc, en fait, ceux qui font que ça, qui n'ont pas un autre métier, soit ils s'occupent des séries, et ils se font payer comme journalistes sur les séries, soit ils s'occupent d'histoire du cinéma, où là, on est bien tranquille, parce que même si on s'est enquillé 10 films atroces, nouveaux, en projection de presse, tout d'un coup, on va voir un Ford, un Arrouz, et ça va bien, quoi. On se remet les idées en place, et puis on a de quoi écrire quelque chose qui va vraiment nous plaire, parce que c'est aussi très désespérant si à chaque fois on écrit ou on parle dans des émissions de trucs en disant c'est pas terrible, c'est décevant, c'est ceci, c'est cela. Voilà, mais la réalité, en tant que président du syndicat de la critique, ce que je vois, c'est que toutes les nouvelles recrues sont de plus en plus dans des supports qui ne payent pas. Et ça n'empêche en rien que les textes ou les interventions sont de grande qualité, mais comme le dit Chloé, c'est la passion. C'est la passion qui motive le plaisir de pouvoir aller voir des films, d'aller à des festivals et tout ça, d'être dans ce milieu du cinéma, de rencontrer aussi des cinéastes ou des gens de la profession, des chefs opérateurs, des monteurs et tout ça, de discuter de cinéma, mais c'est évidemment, faut trouver après le moyen de vivre, et c'est de plus en plus difficile. Et pour les gens de ma génération, quand les piges commencent à s'effilocher, c'est très difficile d'en trouver d'autres de remplacement. Alors qu'il y a 25 ans, c'était beaucoup plus facile. Vous perdiez un support, dans la semaine, vous en trouviez un autre, et puis voilà, il y avait comme ça un jeu de chaises musicales qui s'ordonnançait assez facilement. Là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on tombe sur des supports et par exemple, je remonte sur l'exemple de Pierre, 50 € le feuillet, ça a l'air pas mal comme ça, mais finalement, une page des cahiers, ça fait 130 € brut. Donc, il faut en net, ça va être... Hein, et je veux dire, ça va vers 100 €, et je veux dire, faut quand même la faire, la page. Hein.
Ça ne se fait pas en claquant Ah oui, dessus. oui, Il faut voir le film, voir le revoir, il faut penser, il faut écrire. Donc, je veux dire, on peut difficilement faire moins de 2 jours. Oui, puis il y a les corrections. Voilà, et les corrections. Donc, vous voyez, 2 jours pour 100 €. Si vous voulez gagner de l'argent, vous faites un autre boulot. Oui, je pense que c'est à peu près la même chose aux États-Unis. Quand moi j'ai commencé il y a 12 ans, je crois, à Variety, et j'avais un autre métier en France, et je suis toujours fiscaliste, donc c'est comme ça que je gagne ma vie. C'est proche comme métier. Ça. On ne sait pas ce que ça veut dire, cette intervention, mais je la fais. C'est gratuit. Vu que j'écris pour un journal corporatif, je viens d'apprendre ces mots, peut-être c'est lié. Mais quand ils sont venus me prendre comme pigiste en France, en gros correspondant en France, mais pigiste quand même, le rédacteur en chef international qui était il travaillait chez Variety pendant 20 ans, 25 ans, il m'a demandé alors j'étais en costume parce que j'étais au cabinet d'avocat, et il m'a demandé ce que vous faites. Je dis je suis fiscaliste. Il a dit n'arrêtez pas ce travail parce que c'est pas avec la critique que vous avez un avenir. Donc d'ailleurs il a été viré 2-3 ans après. C'est assez dur aux États-Unis parce que le trade papers aussi, c'est Hollywood, c'est un peu le même industrie, et donc c'est du jour au lendemain on peut se trouver viré, sans emploi. Donc, mais quand j'ai commencé, il y avait quand même peut-être 6 ou 8 critiques télé et cinéma salariés. Je pense aujourd'hui ils sont 2 ou 3. Le reste c'est des pigistes, et on peut peut-être gagner à peu près sa vie en tant que pigiste, mais il faut enchaîner énormément de papiers. Et donc, par exemple, si on va à Cannes, on peut faire 20 papiers à Cannes pendant le festival de Cannes, donc ça veut dire 2-3 par jour. C'est plutôt correctement payé, mais en fait, à un moment donné, c'est pas évident de faire ça. Et en plus, comme vous avez dit, Philippe, c'est pas très drôle parfois de voir que de nouveaux films et de réagir que sur de nouveaux films qui sont parfois pas très bon, quoi. Donc moi, voilà, je suis fiscaliste, je suis aussi producteur de films indépendants, mais ça non plus, il faut pas faire, on gagne pas sa vie avec ça. Mais c'est un plaisir de faire ça. Et j'ai fait des livres à côté, mais tout ça, c'est pour le plaisir. Et je pense que la critique, aujourd'hui, en tout cas, pour la plupart, c'est pour le plaisir. Ça répond à la deuxième question d'Honoré. Enfin, est-ce que le cinéma aide à faire des critiques? Oui, évidemment. Enfin, c'est le moteur, j'imagine, et le carburant principal. Alors, évidemment, quand on fait ça pour le plaisir, ça peut aussi donner une forme de liberté d'écriture, notamment, je pense, aux revues en ligne, enfin, en tout cas, j'imagine. Mais j'aimerais aborder une question alors, qui est parfois un petit peu, peut-être, non pas un préjugé, un cliché, mais les conflits d'intérêts possibles entre un critique dans son travail, dans l'exercice de son travail, et le reste de la profession. À savoir... certains d'entre vous peut-être participent à des dossiers de presse. Quand on écrit un dossier de presse, par exemple, ou quand on fait l'interview d'un dossier de presse pour tel ou tel film qui va sortir, on évoquait ce sujet justement avec les attachés de presse hier lors de la rencontre. Est-ce que l'on peut faire le critique du film et est-ce qu'on le fait de la même manière quand on participe à des commissions pour le CNC, par exemple? Enfin, ce genre de choses, vous voyez, parce qu'on est bien obligé de vivre et de multiplier les activités. Mais est-ce que vous sentez parfois ce conflit d'intérêts ou quand on est programmateur dans un festival ou ailleurs? Donc, tous ces moments, en tout cas, de flou peuvent intervenir. Est-ce qu'on peut garder cet esprit, ce fameux esprit critique? Qui veut... Je voudrais dire que, alors, par rapport au dossier de presse, c'est la déontologie de chacun. Pour moi, c'est une ligne rouge absolue. C'est-à-dire que je ne peux pas recevoir un chèque d'un distributeur pour faire le dossier de presse et après aller écrire, dire à la télé ou à la radio que c'était bien ou encore moins que c'était pas bien. Je veux dire, c'est pas possible. La presse, elle doit être libre au sens où la presse, elle n'est pas payée par le cinéma, elle est payée par les organes de presse, par les tribunes. Donc si tout d'un coup on est payé par ceux qui ont fait le film sur lequel on parle, pour moi il y a une dichotomie. Mais après c'est permis. On sait qu'aujourd'hui dans la critique française il y a des gens qui font des dossiers de presse et qui après écrivent dessus dans leur support. Mais ça c'est la déontologie de chacun. Bon, et il y a l'autre problème qui est celui des partenariats. C'est-à-dire que les partenariats, vous êtes dans un support qui va faire un partenariat avec un distributeur sur un film. Donc l'argent, ce n'est pas vous qui l'avez, c'est votre support. Mais du coup, le support s'engage à ce qu'il y ait des pages
consacrée au film. Alors vous vous retrouvez avec un rédacteur en chef qui vous dit, bon ben voilà, il y a 4 pages sur tel film, alors si vous ne l'aimez pas, ils vont faire un entretien, un machin, un truc, mais ça veut dire que ça enlève la place à ce que vous voulez défendre. Alors là c'est pareil, ça dépend des supports. À psychologie, j'ai la chance que les partenariats passent par moi. C'est-à-dire que je suis le premier, c'est-à-dire que si j'aime pas le film, ça s'arrête là. Après, si j'aime le film, c'est pas pour ça qu'il y aura un partenariat, parce qu'après il faut s'entendre économiquement, etc. Mais voilà. L'idée, c'est qu'on va faire des partenariats si on est d'accord pour qu'il y ait du rédactionnel autour, voulu par le rédacteur. Mais tous les journaux ne fonctionnent pas comme ça. Il y a des journaux qui imposent à leurs rédacteurs des partenariats. Alors, qui va intervenir ou pas? J'imagine que personne ne va dire oui, je suis complètement dans le conflit d'intérêts, je l'assume. Alors, dans mon cas, la presse quotidienne régionale, donc je travaille pour 10 journaux. On n'a jamais de partenariat cinéma. Je ne sais pas d'où ça vient, en tout cas. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que le cinéma est quand même une activité très parisienne et qu'on ne pense pas à la presse province? Donc on n'a jamais de partenariat, donc ça nous rend assez libres. Et par ailleurs, moi, j'ai pas d'amis dans le cinéma. Enfin, je suis pas amie. Je n'ai pas d'amis dans le cinéma. Je suis proche d'aucun acteur, d'aucun réalisateur. Donc ça me rend assez libre, donc j'ai pas de conflit d'intérêt économique. Et puis, comme je vous l'ai expliqué, je suis en CDI, je suis salarié et je fais pas de dossier de presse, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de tirer un revenu de cette activité de dossier de presse. Et en effet, moi, je connais des confrères qui voilà, font et des critiques et des dossiers de presse. Évidemment, ça pose problème, puisque ça crée quand même des liens, une proximité avec les films. Donc c'est difficile de garder sa liberté et je suis plutôt d'avis que déontologiquement ce n'est pas possible. Ça crée un conflit d'intérêts. Pour ma part, j'en ai pas. Donc je suis assez tranquille finalement. Je n'ai pas d'amis et je suis libre. Alors moi, j'ai jamais écrit pour des dossiers de presse. Et effectivement, ça me semblerait complètement saugrenu de faire un dossier de presse et d'écrire sur le film après. Sachant que les noms n'apparaissent pas dans les dossiers de presse. Quand il y a un texte ou quand il y a un entretien, le nom de la personne qui l'a fait n'apparaît pas. Donc, et d'ailleurs, la question des dossiers de presse, elle est d'ailleurs intéressante, puisque souvent on retrouve des extraits des dossiers de presse dans les critiques. Enfin, les dossiers de presse orientent, ils sont faits pour ça aussi, les critiques. Bon, mais c'est un autre sujet. Je peux juste dire un mot peut-être sur, parce que j'imagine que c'est aussi une question que les gens se posent, certains peut-être se posent ici, puisqu'il y a eu toute la question autour des cahiers, du rachat des cahiers, il y a 1 an et demi, etc. Donc je peux juste en dire un mot, même si j'ai pas spécialement envie de m'étendre là-dessus. Donc les cahiers ont été rachetés il y a un peu plus d'1 an maintenant, 1 an et demi, 1 an 3/4, par un groupe d'actionnaires qui sont une vingtaine, je crois. Dont certains étaient des distributeurs et des producteurs, ce qui a entraîné la démission de l'ancienne équipe, enfin d'une partie de l'ancienne équipe, puisqu'en fait on a toujours 3 rédacteurs de l'ancienne équipe qui sont au cahier, et un des actionnaires est aussi donc directeur, gérant, directeur de la publication. Voilà, si la question se posait, je vais répondre tout de suite. Moi, je ne les connais pas. Enfin, je connais Éric Lenoir, qui est directeur de la publication, parce que je l'ai vu. Je n'ai jamais rencontré les actionnaires. Il y a eu des comités de rédaction où n'interviennent évidemment ni les actionnaires, ni la directrice générale des cahiers du cinéma, donc qui s'occupe de diriger les aspects administratifs et les partenariats, enfin, divers types de gestion. Tout le monde découvre le numéro une fois qu'il sort et qu'il est imprimé en BAT. Il y a des partenariats au cahier qui sont faits une fois qu'on a vu les films et une fois qu'on les aime, c'est-à-dire voilà, on noue effectivement un partenariat une fois que le film est aimé par un rédacteur et qu'il a été vu surtout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un partenariat qui est fait avant que quelqu'un ait vu le film et l'ait validé. Et les actionnaires qui ont des liens avec le cinéma, leurs films sont mentionnés. Enfin, c'est mentionné par une sorte de petit astérix, un endroit du numéro. Il y a une charte aussi qui a été élaborée avec des juristes au moment du rachat, enfin de l'arrivée de la nouvelle équipe. J'ai participé à ça, justement. Et surtout, les actionnaires qui ont des liens avec le cinéma, il n'y en a pas beaucoup, et c'est des actionnaires qui ont moins de 2%. Donc en fait, finalement, par rapport à l'ancien propriétaire des cahiers, qui était un unique propriétaire, le fait qu'il y ait une vingtaine d'actionnaires, et qui, même s'il y en a certains qui sont dans le cinéma, fait que, a priori, il n'y a pas vraiment de conflit d'intérêt. D'ailleurs, si vous regardez les textes qui sont écrits sur la plupart des films faits par les actionnaires, moi je ne fais même pas attention spécialement, mais
il y a des textes extrêmement négatifs. Donc c'est pas voilà, et j'ai jamais moi eu vent d'une pression. Par contre, ce que j'ai entendu, et moi ça m'est pas du tout arrivé et ça m'a totalement stupéfait. Donc c'est aussi ça que je voulais parler. Il y a certains distributeurs, petits distributeurs, qui lors d'une critique négative ou très négative d'un film peuvent appeler, insulter les critiques, faire pression sur eux. J'ai appris ça totalement stupéfait. J'imaginais totalement que ça n'existait pas, en fait, très naïvement, hein. Mais peut y avoir effectivement des pressions de la part de la profession une fois la critique écrite, disant des choses, voilà, je ne dirais pas qui, ni... ils sont dans la salle. Ils sont sans doute dans la salle, ma vie est menacée, mais je me tairai. Voilà, non, mais simplement peut-être pour dire ça. Après, il y a un autre type de pression, peut-être plus insidieuse, après j'arrête mon intervention, mais sur effectivement les gens qu'on peut connaître dans le cinéma, alors qui ne sont pas forcément des grands réalisateurs, mais qui peuvent être des petits. Parce que finalement la critique sur les grands films, elle n'a pas un impact énorme. Et d'ailleurs, un des scandales aussi, c'est qu'on prive de projection de presse certains critiques, etc. Ça aussi, c'est une forme de pression. Oui. C'est-à-dire, il y a certains films sur lesquels on ne peut pas écrire. Il a fallu qu'on soit hier au débat avec les attachés de presse. Hein, et les attachés de presse peuvent blacklister certaines personnes. C'est les distributeurs, hein, c'est pas les attachés de presse. Et certaines projections sont pour un certain nombre de personnes très très choisies. Je pense aux gros films américains, par exemple, où non... James Bond, typiquement, on ne peut pas faire un article avant. On boucle 15 jours avant pour des questions d'impression, ou vous bouclez encore plus tôt à positif. Il est impossible qu'on sorte un article puisqu'il n'y a pas de projection de presse pour nous. Il y en a peut-être pour certaines personnes. Il y en a eu pour personne. Hein. Par exemple, le dernier James Bond, la projection de presse a eu la veille. Voilà. Et elle était à l'UGC Normandie, toute la presse critique était là. Hein. Donc, ça occasionne des rattrapages, etc. Ce qui est pas très, voilà, c'est aussi une forme d'impression. Mais pour les petits cinéastes ou les petites personnes qu'on peut connaître, avec lesquelles on peut être amis, effectivement, il y a des brouilles parfois, des gens mécontents, quand soit on n'écrit pas sur leur film parce qu'ils passent pas ou qu'il y a trop de sorties, ou que... Et effectivement, moi, j'essaye de pas écrire trop sur des gens que je connais parce que ça complique toujours les rapports. Après, voilà, on écrit sur un film, on essaye d'être objectif aussi sur ce qu'on voit, même si on connaît la personne et que ça change notre vision du film. Mais c'est le cas, au fond, pour beaucoup de choses, beaucoup d'œuvres. Oui, c'est assez intéressant parce que quand j'ai commencé chez Variety à la base, cette personne qui m'a embauché comme pigiste, il m'a dit tout de suite, il a parlé de conflit d'intérêt, il m'a dit, si vous connaissez quelqu'un impliqué dans un film, n'importe quel poste, vous ne pouvez pas faire la critique du film. Et en fait, j'étais assez impressionné par le fait que, dans The Trade Papers, qui gagnaient la plupart de leurs recettes, c'était en vendant de la pub aux studios ou aux vendeurs de films à Cannes ou aux distributeurs. Il y avait aucun problème d'avoir quelqu'un qui achète la pub pour $50 000 sur la première page, et après une critique très mauvaise du film derrière. Et on a été complètement libre à l'époque, en tout cas, de faire ça. Et il y avait une vraie, comme on dit, c'était un vrai cinquième pouvoir, en fait, la critique dans les trades. Aujourd'hui, je crois que ça a un peu changé. C'est pas qu'il y a toujours un cinquième pouvoir, c'est juste qu'il y a beaucoup moins de pubs. Donc, ça pose un problème juste pour l'industrie de trades en général, et que pour les critiques, je pense, j'ai l'impression qu'ils sélectionnent beaucoup plus quels films ils vont critiquer, peut-être pour éviter trop de mauvaises critiques. De toute façon, on est très limité en budget, donc ils préfèrent avoir, j'ai l'impression, plus de bonnes critiques que de mauvaises critiques, on peut dire. Donc, du coup, j'ai moins de travail maintenant à cause. Chloé, si tu veux dire un mot sur ce sujet. Oui, moi, j'écris pas de dossier de presse non plus. Et en ce qui concerne les partenariats et la pub, il y en a pas ou très très peu chez Criticat. Et effectivement, la politique, c'est aussi il y en a quand il y a vraiment une vraie rencontre entre un rédacteur ou une rédactrice et un film. Il n'y a pas de partenariat avec un film que les rédacteurs n'auraient pas aimé. Et après... Quand on programme aussi, quand on programme dans un festival ou ailleurs, est-ce qu'on écrit sur les films que l'on a programmés et vice-versa ?
J'aurais tendance à dire que non, mais c'est compliqué. Je trouve qu'en fait, c'est vrai que c'est assez inévitable. Enfin, le milieu, le monde du cinéma est finalement très petit et que c'est... Ouais, mais ça m'est déjà arrivé, j'ai pas beaucoup d'années d'exercice derrière moi, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'être face à un film d'un ami, voire parfois d'un critique de ma revue. Et c'est toujours compliqué de se placer. Et effectivement, c'est aussi la question du rapport qu'on a avec les autres, après, au-delà même de la critique. Mais c'est vrai que j'aurais tendance à privilégier un peu dans ces cas-là le fait de ne pas écrire sur le film en question. Voilà, ça dépend. Il y a une rédaction en chef aussi qui est là pour précisément rééquilibrer des articles, donner des articles à certaines personnes et faire le tampon. C'est-à-dire que si on ne fait pas un texte ou si le texte est ceci ou cela, la rédaction en chef est là aussi pour garantir d'une certaine manière l'équilibre et l'intégrité de la revue, quoi. Alors, on n'aura pas le temps d'aborder tous les sujets que j'aurais aimé qu'on aborde, mais on va, avant de vous passer la parole, écouter une dernière fois Christophe Honoré. Alors, c'est un extrait audio, donc c'était à France Inter en octobre dernier. C'était une émission de Laurent Delmas et Christine Masson. Vous allez voir tout de suite de quoi il s'agit. C'était donc dans le cadre de la promotion de ce cycle ABCD Honoré. J'en profite pour saluer notre attachée de presse, Diana Odile Lestage. Voilà. Donc l'extrait audio. Moi, je crois beaucoup à la critique. Je crois beaucoup que notamment le cinéma d'auteur et le cinéma d'auteur français ne peut être sauvé, parce qu'on en est là quand même, on est vraiment en péril, que par un renouvellement de la cinéphilie, et que ça passe par les critiques. Et je suis assez atterré en fait qu'aujourd'hui, souvent sur les critiques, on le voit bien, il y a une pression dans les journaux, etc. On leur demande en fait de ne plus parler du cinéma d'une manière spécialisée. Je sais pas comment dire ça. Moi, je connais rien au foot, donc si j'ouvre l'équipe et qu'on va me raconter un compte rendu d'un match, je comprendrai pas. Et ben, je trouve qu'en fait on devrait demander et laisser les espaces aux critiques pour être beaucoup plus pointus que ce qu'ils sont, pour que vraiment les gens qui s'intéressent au cinéma, en fait, à un moment, se sentent, je sais pas comment dire ça. Autrement. Enfin, vous voyez, là, il y a un discours critique qui se dilue un peu trop et qui est une pression qui est mise sur les journalistes. Attention, là, ton texte, il est trop pointu. Attention, là, il y a trop de références, etc. Et je pense qu'au contraire, il faut revenir à ça. Et je crois vraiment que de toute façon, ça s'accompagne d'un mouvement commun. On voit bien que la place des cahiers critiques dans les journaux, dans les quotidiens, elle est réduite, dans les radios, et que au bout d'un moment, ça accompagne aussi une espèce de désintéressement en fait autour du cinéma. Alors, vous êtes d'accord avec ça? Sur le... Oui, complètement. Après, je veux dire, c'est super. J'aimerais bien avoir un nouveau Serge Déné qui peut écrire des textes très riches et pas forcément compréhensibles tout le temps, en tout cas pour moi. Mais le problème, c'est l'industrie de la presse qui va, je pense, continuer à empêcher ça parce que si les gens veulent vivre de la critique, c'est ça. Si on choisit de ne pas vivre de ça, on peut avoir, moi je trouve en ligne de super critiques, des sites gratuits, de super critiques qui ne sont pas payés, mais je n'ai pas l'impression que ces sites aussi ont un grand public comme un critique dans Libé avait il y a 10 ans peut-être, mais peut-être je me trompe. Je trouve qu'il exagère un peu quand même, Christophe Honoré, parce que d'une part, je ne suis pas convaincu qu'il faille être ésotérique pour être bon, et quand je lis les cahiers positifs ou même Libération, je n'ai pas l'impression que les critiques sont contenues, qu'ils n'ont pas le droit de citer beaucoup de films. C'est d'ailleurs, à Positif, on a reçu des lettres de gens qui se plaignaient de ça, en disant « vous citez trop de films qu'on n'a pas vus ». Mais aujourd'hui, on n'a pas le droit de nous écrire ça. Je veux dire, quand j'étais un jeune cinéphile qui n'avait pas encore la VHS, je souffrais effectivement, mais jamais j'aurais reproché à la critique de me parler de films que je ne pouvais pas voir. Aujourd'hui, vous pouvez voir ce que vous voulez ce soir. Hein. C'est énorme le nombre de films que vous pouvez commander. Bon. Donc ça ne tient pas. Enfin, je veux dire, il me semble que la presse cinéma cite beaucoup les films. Et après, il me semble que ce n'est pas parce qu'on a une écriture complexe. Je veux dire, Serge Danet, André Bazin, qui sont quand même des très grands critiques, quand on lit leurs textes, on les comprend parfaitement.
Jordan, c'est un peu compliqué, c'est pas ta langue. Je veux dire, moi, si je lis Pauline Kael en anglais, je vais peut-être buter sur des choses. Oui. Mais franchement, je dis pas que c'est des textes qu'on lit vite fait dans le métro, mais c'est quand même pas des textes, c'est pas des textes abstraits. Et il me semble qu'une pensée claire doit pouvoir s'exprimer clairement. Je suis contre la secte et je suis pour qu'on s'adresse au plus possible. Et simplement, il faut bien que le critique pense à parler de cinéma. Moi, si j'avais un reproche à faire à certains papiers, c'est qu'une fois qu'on l'a lu, on ne sait pas si c'était un livre, une pièce de théâtre, parce qu'on n'a parlé finalement que de l'histoire, des personnages, des dialogues, et que, alors, il ne s'agit pas de compter les plans séquences, mais en quoi le cinéma, qui est une expérience non verbale, on va pouvoir la traduire, nous, avec des mots. C'est ça le défi du critique. Et c'est ça qui est excitant, mais il doit vraiment traduire ça, c'est-à-dire pas la réduire à un synopsis, à un résumé, mais comment les sensations qu'il a éprouvées ont été fabriquées. C'est pour ça aussi que c'est bien de pouvoir voir un film 2 fois, parce que la première fois, on est tellement dans l'émotion, la deuxième fois, on peut mieux voir comment c'est fait. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit Christophe Honoré. D'abord, on dit la critique. En fait, il y a des critiques. Philippe travaille pour Positif, Pierre travaille pour les Cahiers du cinéma. Ce sont des revues spécialisées, donc qui s'adressent à un public qui est déjà familier, qui peut lire des analyses filmiques. On ne peut pas être pointu pour être pointu. Moi, je travaille pour un lectorat que je ne connais pas, mais qui est un lectorat grand public. J'ai des lecteurs qui sont dans des zones rurales, qui sont loin de la culture, qui ne voient pas forcément beaucoup de films, qui n'ont pas accès à ces films. Je ne veux pas produire un jugement surplombant. J'aime beaucoup dans le dictionnaire d'esthétique de Soriot, d'Étienne Soriot, ce qu'il raconte sur la critique. Il dit qu'une bonne critique, c'est une critique qui sait faire partager le voyage des âmes ou quelque chose comme ça. Je vous le dis de tête. Et donc, moi, je fais des critiques. Quand je fais des critiques, je m'imagine que je veux faire partager mon point de vue sur un film, ce que je pense d'un film, à un ami. Donc j'imagine écrire pour un ami, qui n'en avait pas dans le milieu du cinéma, j'imagine écrire à un ami, qu'est-ce que je lui raconterais sur ce film ? Qu'est-ce que je lui ferais partager de ce film ? Voilà, en essayant évidemment d'avoir un point de vue sur les choses. C'est pas juste j'aime pas, on n'est pas là-dessus. Tu parlais d'émotion, et en effet passer de l'émotion à la raison au moment où on écrit. Mais en tout cas, donc j'amène aussi des références parce que ça fait partie du regard qu'on a sur un film et que c'est aussi ça notre position de critique professionnelle. On est des spectateurs, mais pas des spectateurs tout à fait comme les autres, professionnels. On voit beaucoup de films, donc on a une culture, une cinéphilie aussi. Donc on n'est pas un spectateur tout à fait comme un autre, même si on en est un. Et donc l'idée de faire partager quelque chose, et je pense que c'est excluant d'être sur des choses trop pointues qui nous amènent vers de l'analyse filmique, et il y a des supports pour ça, il y a des revues spécialisées, il y a des recherches universitaires, il y a des livres. Donc effectivement, je pense qu'il y a différents niveaux de discours. Et que quand on écrit notamment pour la presse quotidienne, on est dans un discours généraliste et pas dans un discours de spécialiste qui n'empêche pas de produire une critique. C'est une forme de critique. Pierre, si, oui. Oui, alors c'est effectivement intéressant, je trouve, ce qu'il dit, parce qu'il pose la question de l'adresse, à qui on s'adresse, dont tu parles très bien. Et bon, alors quand on écrit dans une revue spécialisée, comme les Cahiers ou comme Positif, qui en plus ont une grande histoire, souvent on écrit pour les Cahiers ou pour Positif aussi. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, le texte vaut à un instant T dans lequel on écrit, mais il va être relu à un moment par un étudiant, parce qu'il est conservé en bibliothèque. C'est moins le cas de la presse, qui du coup, effectivement... On est pas en bibliothèque. Oui, voilà, en tout cas... On sait remballer les légumes. En même temps, de plus en plus, la presse est citée. Par exemple, l'autre jour, j'ai lu un texte de Nathalie sur Wikipédia. Oui, je les ai déjà vus. Oui. Avec Internet, c'est vrai que ça a changé un petit peu la donne, mais je pense même la question de comment est-ce qu'on écrit un texte et à qui on écrit. Mais nous, au Cahier, par exemple, c'est une question qu'on se pose beaucoup. C'est-à-dire, est-ce que si je dis ça, les gens vont avoir vu ça ? Est-ce que quand on refait un numéro sur Romer ou sur Piala, il faut rappeler des choses qui nous semblent évidentes ou pas ? Et cet effort de pédagogie, même dans des textes qui peuvent être considérés comme difficiles à Positif ou au Cahier, on se le pose quand même tout le temps. C'est-à-dire,
moi, je pense pas que j'ai une écriture très simple d'ailleurs, mais chacun écrit un peu aussi comme il peut. Mais en tout cas, cette question de l'adresse, elle n'est pas du tout évidente. Et même, je pense, elle est beaucoup moins évidente aujourd'hui, peut-être qu'il y a 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, où la cinéphilie était plus visible, était plus facilement discernable. Aujourd'hui, elle est tellement explosée et multiple qu'on a du mal à savoir ce que les gens connaissent vraiment, quoi. Et moi, c'est un vrai problème, par exemple, pour écrire. C'est vraiment une question que je me pose souvent, quoi. Mais ce qui n'empêche pas de bien écrire, hein, cela dit, sans avoir une critique de spécialiste. Je trouve qu'une bonne critique, c'est aussi une critique bien écrite. Oui, un aspect littéraire, effectivement, qui est important. On revient à Bazin. Bazin écrivait au Parisien. Il a des magnifiques textes au Parisien et par ailleurs il écrivait au Cahier. Ces textes n'étaient pas à Esprit et les textes n'étaient pas exactement les mêmes, mais il pouvait défendre les mêmes films et il trouvait les mots pour les différents supports et les différents publics. Mais sur la question, en tout cas c'était le ton de la rencontre hier des attachés de presse qui n'était pas pessimiste, mais un petit peu. Mais il y a tout de même, on parle de la pression là sur les journalistes, on en a parlé un petit peu. Mais en tout cas, la place accordée simplement dans la presse, en tout cas quotidienne, néanmoins, on peut constater qu'elle est en crise. En tout cas, qu'elle a muté. Je pense que c'est ce qu'il y a également dans cette intervention. Enfin, c'est ce que disait Jordan également. Mais on ne va pas faire de trucs à la soupe à la grimace, mais il y a un réel où s'exerce la critique, comment elle s'exerce et est-ce qu'elle peut encore s'exercer comme avant. C'est une question que peut-être vous allez relayer parce qu'il est temps de passer la question au public. Oui, monsieur, je ne sais pas s'il y a un micro qui va circuler dans la salle, mais sinon je viens à vous. Oui, le micro va arriver, mais je suis plus rapide. Alors, bonsoir, j'ai 3 questions. J'ai 2 questions pour monsieur Philippe Rouillet. La première question, quand il va sortir le film de Keshish, Mektoub and Love? Deuxième question, pourquoi sur le cercle de Canal+, il n'y a plus les notes, comme à l'époque? Et troisième question, c'est une question pour tout le monde. Qu'est-ce que vous avez pensé du film Haut et Fort et Titane? Voilà, on a des questions très précises, très orientées. Je vais aller très vite sur les 2 premières questions qui me sont adressées. Mektoub by Love, vous voulez sans doute parler de Intermezzo et Canto Duo, parce que le premier est sorti, et on n'en sait rien du tout. Il y a des problèmes de droit aussi sur les musiques. Enfin, c'est un marigot, et on ne sait pas du tout quand les films de Keshish vont sortir, même si les 2 sont faits. Enfin, on en a vu l'Intermezzo, on l'a vu à Cannes, même si entre-temps il a refait une autre version, mais en tout cas le film existe physiquement, et d'après les acteurs m'ont dit que le 2e existe aussi. Donc après c'est une question de distributeur, voilà. Ça va venir, les films ils ne sont pas perdus. Voilà. Au cercle, autrefois il y avait ce qu'on appelait le jackpot, chaque critique mettait ses notes entre 0 et 4, et puis après il y avait le jackpot qui mettait la moyenne des notes de chacun. Et on s'est arrêté parce que finalement c'était trop moyen. C'est-à-dire que, comme on ne mettait pas, ça aurait été intéressant de mettre les notes de chacun, mais entre celui qui met 0 et 4, ça fait 2. Et la plupart des films se retrouvaient à 2 ou 3, et ce n'était pas très parlant, donc ils ont décidé d'enlever ça. J'ai oublié la troisième question, c'était sur Haut et Fort et sur Titane. Alors, très rapidement, parce que je ne sais pas si c'est le sujet central de notre rencontre, donc donner une note. Non, je plaisante. Non, mais alors on pourra justement peut-être après parler, si vous le souhaitez, avec chacun de ces films-là. C'est pas pour éviter la question, mais sinon ça va prendre peut-être un peu trop de temps. Tout là-haut, tout là-haut. Alors non, d'abord ici, ensuite tout là-haut. Oui. Allez-y, allez-y. Le sens de la critique, ce n'est pas tel ou tel film, il est convaincant. Le sens de la critique, c'est qu'on vit dans une France où l'idée du spectateur, il est en train de se faire formater avec le politique correct, c'est ignoble. Et le cinéma d'auteur aussi va disparaître parce que le temps n'y est pas, parce que la profondeur, la réflexion, elle est prête à penser. Et ça, c'est très grave. Où est le contexte de langage social? Il n'y en a pas. Et cette politique du conformisme, ça donne ça. Voilà.
bien entendu, on a une nostalgie immense. La mienne, elle est beaucoup plus, parce que le passionnant, être dépassionné, le débat. Le cinéma, c'est passionnant. C'est passionnant. Cette passion-là, on ne la trouve pas. Ils vont pour se divertir. Vous divertir. C'est plus à réfléchir. Moi, le cinéma me fait du bien. Je fais toute la liste de films positifs que je lis après. Et puis après, je me trouve, est-ce qu'il avait la même idée peut-être que la mienne? C'est toute une analyse. D'abord, il faudrait être analysé et passer une réflexion, avoir un contact avec soi-même. Le cinéma, c'est ça. Avoir un contact avec soi-même, vous partez parce que ça ne vous arrange pas. Vous avez peur de ce que je dis. C'est ça. Et ça vous fait peur. Il ne faut pas avoir peur de soi. Il y a des films positifs. Les cahiers du cinéma, ils ont défendu dans le temps. Et maintenant aussi, qu'ils ont tellement touché mon cœur. Moi, j'ai des paquets de cœur. Il y a autre chose aussi. Bien sûr, les années ne sont pas... Ils n'ont pas le temps et tout. Mais le temps de... C'est touché. C'est une horreur. On ne peut pas... D'abord, le cinéphile va tout seul. Alors, est-ce que vous avez une question, du coup? Pardon, non, mais on a bien compris votre passion, mais est-ce que vous avez une question qui s'adresserait? Ce sont de faire de politique correcte, au moins. Parce que c'est le prêt à penser. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est une question, mais cessons de faire du politiquement correct. On est d'accord. Enfin, il n'y a pas de prêt à penser de la critique. Je ne comprends pas votre critique, pour le coup. Et vous déclarez votre amour du cinéma en disant que le cinéma vous fait du bien. Bertrand Tavernier avait une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Le cinéma m'a appris à trouver ma place dans l'existence ». C'était le titre d'un de ses livres chez Actes Sud, Conversation avec Thierry Frémaux. C'est le titre de son dernier livre, ouais, en date. Ouais. Bon, alors là, c'était plus rapide, mais monsieur en haut, parce qu'il attend depuis tout à l'heure, vous allez poser votre question. Oui. Non, mais vous pouvez aller. Bon, c'est pas grave. Dans l'ordre. Tout en haut, mais on pouvait faire cette question. Ouais. Ah. C'est la grande salle, donc c'est plus sportif. Je vais essayer d'être concis. Moi, j'avais juste une question par rapport à toute nouvelle plateforme, en fait, et à tout ce qui est de l'ordre des réseaux sociaux. Merci. Notamment par rapport à Twitter, en fait, où j'ai vu, lors de projections, notamment canoises, des gens tweeter en direct comme ça sur un film. Et du coup, je voulais savoir votre rapport à ça, savoir est-ce que vous en aviez un, par exemple, est-ce que ça vous influençait, ou est-ce qu'au contraire, vous comptez complètement être hors de ça, parce qu'on est quand même dans une réduction particulière des mots, et vous, c'est l'inverse, votre profession, a priori. Donc, je voulais savoir, voilà, est-ce que c'est quelque chose que vous embrassez, ou au contraire, est-ce que vous êtes complètement hors ça? Moi, j'embrasse ça. J'ai un compte Twitter qui est très développé par rapport au Twitter cinéma. J'ai beaucoup de followers. Et en fait, j'ai vocation à ça. En fait, je trouve que c'est bien. Je ne le confonds pas avec mon activité critique. C'est-à-dire que mon compte Twitter n'est pas un compte de critique. À Cannes, je vais parler que des films que j'aime sur ce compte Twitter. C'est très peu de mots. Hein. C'est quelques mots pour dire, attention, on prend date. On vient de voir tel film, super important. Voilà. Après, on y reviendra dans des papiers. Voilà. Mais ça sert à ça, et tout d'un coup se dire, voilà, je vais aider ce film, découvert à la semaine de la critique, découvert en compétition, n'importe où, à Cannes, tac, vous ne l'avez pas vu, mais marquez-le dans vos tablettes. Ça sert à ça. Après, le Twitter, en temps normal, je vais m'en servir pour relayer mes papiers, pour des informations, pour aussi parler de cinéma, partager une passion. Mais c'est autre chose que mon activité critique, mais c'est une sorte de prolongement. Moi, je n'ai pas de compte Twitter. Je pense que ce n'était pas du tout bien pour ma carrière, franchement, parce que je travaille, à mon avis, moins que j'aurais pu travailler si j'avais un compte Twitter. Je refuse toujours ça, je ne sais pas pourquoi. C'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps. Oui, mais je vois parmi mes collègues, ou même des nouveaux arrivés dans la critique anglo-saxonne, ça arrive beaucoup par Twitter, des gens qui sont très actifs sur Twitter, qui ont beaucoup de followers, et c'est eux qui, en fait, pourraient travailler plus, être plus embauchés. Donc ça a un vrai impact, je trouve, sur le métier de la critique. Mais malheureusement, je ne le fais pas, c'est débile. Voilà. Non, excusez-moi, du coup je reviens, mais c'est juste que je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre du spontané en fait sur Twitter. On n'a pas de réflexion en fait, on y va direct comme ça, on dit ce qu'on pense. Et du coup, je trouve que votre métier justement c'est l'inverse. Vous êtes dans une forme de réflexion et comme vous disiez tout à l'heure, des fois c'est compliqué de faire une critique assez rapide en 2 heures. Et Twitter c'est vraiment quelques secondes en fait. Donc
voilà ce que ça a questionné en vous par rapport à ça, en fait, ce rapport à l'immédiateté. Oui, d'ailleurs, parce que, par exemple, à Cannes ou dans d'autres festivals, Sundance, Berlin, Toronto, on était toujours le premier, le trade, d'avoir nos papiers publiés avant tout le monde, en 2-3 heures après le film. Mais avec Twitter, ça a devenu pas très intéressant parce que l'opinion est déjà créée en sortant de la salle tout de suite par le tweet des critiques, même parfois pendant le film, on peut dire. Donc, ça a eu un impact, je pense, sur notre lectorat. C'est pourquoi on travaille un peu moins qu'avant, que le trade, ils ont du mal à survivre. Mais moi, justement, je préférais, même si c'est 2-3 heures après le film, réfléchir un peu sur un papier, c'est pas la même chose pour moi, en tout cas, d'écrire 150 signes ou 180 signes sur un film tout de suite et de figer une opinion comme ça. Je trouve que même écrire un papier rapidement, ça demande une autre forme de réflexion. Chloé, je m'adresse à... Ouais, non, ben, moi, j'ai pas Twitter. Je suis pas farouchement contre du tout. Je pense qu'il y a un usage raisonné qui peut en être fait, mais je pense aussi que c'est pas du tout effectivement la même chose que d'écrire une critique plus approfondie. Donc voilà, c'est deux choses à séparer pour moi qui peuvent éventuellement se compléter, mais je ne sais pas trop quoi en dire là-dessus vu que je ne l'utilise pas personnellement. Alors, j'ai un compte Twitter, je l'utilise très peu pour réagir dans l'immédiateté, comme vous dites, à des films. Ça m'est arrivé de le faire, mais je ne le fais pas systématiquement, pas de manière suivie, pas de manière construite. En effet, ce que disait Jordan, ça a un impact, et ça a un impact à tel point que on nous pose parfois, donc les projections de presse, vous l'avez compris, on voit les films bien en amont de leur sortie. Les délais sont différents, notamment sur les grosses productions américaines, souvent c'est au dernier moment. Mais en tout cas, sur les films d'auteur, ça peut être 1 mois ou 2 mois, ce qui permet des revues comme Positif ou Les Cahiers de parler de ces films. Et en tout cas, donc il y a lors des projections de presse, souvent il y a des embargos réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on s'engage à ne pas parler des films sur notre fil Twitter, notre compte Facebook. Donc en effet, ça a un impact et c'est pris en... Voilà, on a un embargo avec une date. Et donc, jusqu'à cette date, on n'a pas le droit d'en parler. On prend ses engagements, c'est respecté. Les embargos sont respectés par les critiques. Non, moi je n'ai pas de compte Twitter non plus. Après, certains des membres des cahiers en ont. Fernando Ganzo en a un par exemple. Mais il me semble, enfin du coup je ne suis pas sur Twitter donc je ne lis pas son compte. Mais je ne crois pas qu'il publie sur les films comme ça à chaud. C'est vrai que c'est vraiment une activité différente d'écrire, même, bon, j'ai Facebook, mais d'écrire quelques lignes sur Facebook et puis de se plonger dans un texte qui demande une sorte d'effort mental, de préparation, de maturation qui est quand même vraiment à l'opposé de l'écriture sur les réseaux sociaux en général. Il me semble, hein, mais voilà. Après, on peut défendre sur les réseaux sociaux quelque chose sur lequel on a écrit. Moi, je le fais volontiers, par exemple, effectivement sur Facebook. Mais après coup, et voilà, dans une autre temporalité, après la sortie du numéro, etc. Mais en tout cas, ça existe. Il y a des influenceurs cinéma qui ont beaucoup d'abonnés. Oui. Je pense à Mehdi Omaïs, qui est aussi au syndicat français de la critique, qui a beaucoup de followers, donc qui est un compte très suivi. Donc en effet, il y a des influenceurs de cinéma sur les réseaux sociaux. On est entre est-ce que la presse est encore prescriptrice, on en parlait également hier, ou est-ce que voilà, on est plus dans l'influence que la critique? La plupart du temps, en tout cas, on interrogeait hier certains spectateurs un peu plus jeunes. Leur premier rapport à un film, pourquoi ils vont voir un film? C'est l'affiche, c'est parfois Allociné, et juste la petite formule, les notes, etc. Tout ça. Est-ce qu'on est encore dans l'exercice critique? Je ne sais pas. Il faut savoir que quand on est repris sur Allociné, c'est mon cas, en fait, ils prennent des morceaux de notre critique. Oui. Voilà, un nombre d'étoiles, et ils prennent des morceaux de notre critique. C'est eux qui choisissent, c'est pas nous. Voilà. Chez Criticat, c'est nous. Ah, bravo. Au cahier aussi, c'est nous, je crois. On va faire des réclamations. Alors, on peut avoir 2 questions. Oui, là. Bonsoir. C'est une question que je me pose souvent quand je lis des critiques dans différents magazines et revues. Est-ce que quand avant de rédiger un article ou au moment de le faire, vous êtes tiraillé ou travaillé par les conséquences que peut avoir
votre écrit, surtout si vous n'encensez pas le film, bien au contraire, sur les conséquences financières que ça peut produire sur un premier film, par exemple, quand on sait que derrière, il y a une petite équipe, des investissements, etc. Est-ce que votre travail peut ou pas être influencé par rapport à cette question? Est-ce que vous pouvez avoir ce type de pensée au moment de rédiger votre article, quand vous savez que vous n'avez pas apprécié une œuvre en particulier? Et aussi, ce qui induit une deuxième question, c'est est-ce que vous savez mesurer si vos articles ont un impact sur le comportement du public? Merci. Peut-être moi, juste pour parler du côté industrie dans un trade paper, à une époque, en tout cas, on était censé avoir une influence un peu sur l'avenir du film dans le marché. C'est-à-dire que si on va dans un festival, on est le premier à écrire sur un film. Il y a tous les acheteurs dans tout le pays, les distributeurs, qui attendaient les critiques de trade papers, de Hollywood Reporter, Variety. Il y a aussi Screen qui est en Angleterre. Et que si c'était par exemple un petit film à Cannes, et on faisait un papier dithyrambique, ça pourrait avoir un impact, je crois, positif. Et c'était super. C'était pour moi la meilleure chose qu'on pourrait faire dans nos papiers, c'est découvrir un nouveau film et peut-être aider ces films à avoir un avenir dans le monde, dans le marché. Après, pour le trade qui couvre aussi Hollywood et des gros films, je pense qu'on a ce qu'on appelle en anglais critic proof, c'est-à-dire des gros films de studio, de blockbusters, des mauvaises critiques. Pour la plupart, ne changent absolument rien. Et souvent, moi, je me souviens une fois, ils m'ont envoyé faire un papier sur Transformers 2 à Londres. Et donc, j'ai écrit un très mauvais papier, mais en même temps, j'ai dit ce film va très bien marcher, c'est clair. Malheureusement. Mais donc, ces deux choses sont différentes. On peut séparer les deux. Mais je pense que l'impact qu'on pourrait avoir, en tout cas dans le trade, c'est plutôt sur de petits films. Et ça pourrait être positif et parfois négatif. Un petit film qui reçoit des mauvais papiers dans le trade à Cannes ou dans un autre festival. L'avenir pourrait être plus difficile pour ces films. Je crois que ce que dit Jordan est vrai pour la critique en général, pas seulement pour la presse corporative. C'est-à-dire que la critique a une influence sur les petits films, les auteurs peu connus et tout ça. Évidemment, si vous dites du mal du dernier Astérix, ça n'aura aucun impact sur la fréquentation, mais sur les petits. Alors après, c'est très intéressant la question que vous posez. Est-ce que vous y pensez quand vous écrivez? Alors oui, on y pense, mais en même temps, on pense aussi à nos lecteurs. Parce que la question, c'est est-ce qu'on vous envoie voir un film? On va pas dire allez voir le film parce que c'est des gens dont c'est le premier film, etc. Bon, on est l'éloge n'est crédible que parce que d'autres moments, on n'est pas dans l'éloge. Alors après, il faut faire attention dans le choix des mots. Moi, c'est-à-dire que quand j'aime pas un film, je fais très très attention. J'imagine que l'équipe, le réalisateur, les gens qui ont fait le film vont le lire et je dois pouvoir me tenir droit face à eux et avoir une discussion, même s'ils vont être très blessés, parce que surtout quand on vient de faire un film, avec ses tripes, on ne peut pas supporter quelqu'un qui vous dit ça ne va pas. Mais voilà, qu'on puisse quand même, que je puisse défendre mon point de vue, parce qu'il faut penser aussi au lecteur. Après, il y a un autre truc, c'est que le critique, pour moi, n'est pas un missionnaire. C'est-à-dire que mon but n'est pas de convaincre ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé d'écrire de mauvaises critiques, enfin une critique défavorable, et que des gens me disent alors on l'a lu et nous ça nous a donné envie d'y aller, on y a été et ça nous a plu. Et bien là je considère que le travail du critique a été fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas pour manipuler les esprits, on est pour avoir qu'est-ce que le film, voilà, qu'est-ce que c'est que ce film-là? C'est pas le discours du distributeur, c'est pas la bande-annonce, c'est pas la tagline, c'est pas l'affiche. C'est quelqu'un qui a vu ce film et qui vous dit réellement ce que c'est. Et en vous disant ce que c'est, parce que la critique, c'est autre chose que c'est bon, c'est pas bon. La critique, c'est forcément de l'analyse. Même un article petit
c'est quand même un article qui essaye de vous dire ce que c'est que ce film-là. Et après, peu importe. Et d'ailleurs, quand vous regardez un débat critique, que ce soit au Masque, au Cercle, les gens se battent pas sur ce qu'est le film, c'est sur leur ressenti. Mais la première partie sur comment le film est fait, on est tous d'accord. On a tous vu le même film. Et souvent, on va ne pas l'aimer pour la raison que l'autre l'aime. Donc voilà, tout ça doit être brassé à l'intérieur de la critique. Mais la critique doit rester libre et on doit oser dire du mal, y compris d'un petit film. Sinon, on n'a plus de raison d'être. Ouais, un autre problème, c'est aussi les aspects sociaux d'un film, s'il y a un engagement politique avec lequel on peut être parfaitement d'accord par ailleurs et trouver que le film est abominable. Ça arrive plus qu'on ne le croit et sur des films souvent très fragiles. Donc effectivement, les questions se posent. Après, on peut totalement, je pense, dans un texte, alors, encore une fois, ça dépend de la taille du texte, de la taille qu'on a pour argumenter, etc. Mais on peut tout à fait faire état d'une critique divisée, d'un sentiment divisé. Et en fait, effectivement, il y a toute cette partie de description du film qui existe dans le texte, qui permet aux gens d'avoir quand même une sorte de point de vue un peu panoramique sur le film, puis après les arguments qui font qu'on aura envie de le défendre ou de valoriser certains aspects ou pas d'un film. Mais le fait de toute façon qu'un texte existe sur un film, souvent, même si l'article est négatif ou extrêmement réservé, souvent fait plus que s'il n'y a rien aussi. Hein. Je pense que, je ne sais pas ce que diraient les attachés de presse, mais je pense qu'elles préfèrent qu'il y ait un texte sur un film, même s'il est négatif, parce que ça fait beaucoup plus d'articles. Un film qui n'a aucun article n'existe pas. Il y a plus de 20 sorties par semaine. En ce moment, on atteint presque les 40. C'est sûr que... voilà, et il y a des films qui n'ont pas de texte, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est aussi un enjeu, c'est-à-dire écrire ou ne pas écrire, écrire du mal. Enfin, c'est des questions qu'on se pose tout le temps. Est-ce qu'il vaut mieux parfois ne pas écrire si c'est quelqu'un qu'on connaît et on trouve son film est très mauvais? Voilà, c'est des vraies questions. Hein. Alors Nathalie qui doit prendre un train, ce qui nous signale que nous débordons déjà. Donc, c'est la presse quotidienne régionale, donc il faut retourner. Voilà, je vais à Lyon, pour si je vous donnais des détails. Je trouve effectivement cette question que vous posez, madame, est très importante. En effet, je crois qu'un critique ne peut pas ignorer les conditions de production d'un film, les moyens dont il a disposé, qui peuvent être déterminants. Et donc, en effet, c'est une vraie question. Et ensuite, ça n'empêche pas, parce que c'est un film qui a peu de moyens, que c'est un petit film ou un premier film peut-être plus fragile, un réalisateur, un auteur qui doit montrer pour la première fois une œuvre qu'on ne connaît pas. Donc c'est un moment important. Donc il faut pas, ça ne nous empêche pas d'écrire sur ces films. En revanche, on a une vraie responsabilité. Moi, je pense que j'écris en responsabilité. Je n'écris jamais de manière violente sur un film. Je trouve que c'est assez facile en fait de tenir des propos très violents. Mais en revanche, je pense que notre responsabilité, c'est de construire une critique avec des réserves et que ces réserves soient formulées de manière à ne pas détruire un travail. Parce qu'il y a un travail derrière, un travail peut être raté, évidemment, mais en tout cas, essayer de construire son point de vue, de le raisonner, et pas avec des jugements très violents et possiblement blessants pour les personnes qui ont travaillé sur un film. Et un film, c'est beaucoup de gens, c'est des auteurs, des scénaristes, des réalisateurs, ça ne se fait pas entre quelques personnes, donc il y a des équipes derrière. Donc je pense que le travail même raté doit avoir pour ce travail une forme de respect, ce qui n'empêche pas d'être critique, évidemment. Voilà, je suis désolée, je dois vous laisser. Mais merci. Bonne soirée. Merci Nathalie. Chloé, ah ben oui, on applaudit Nathalie. Quelle sortie de scène, quelle sortie. Alors on a le temps. Chloé, est-ce que tu as senti également toi cet impact quand on travaille pour une revue en ligne comme Critique? Oui, bien sûr. Je suis un peu d'accord avec tout ce qui s'est dit et j'aurais tendance à penser, pour résumer les choses, qu'il faut essayer d'être sincère, mais pas injuste, c'est-à-dire effectivement de faire attention au choix de ces mots, que la critique soit la plus constructive possible. C'est comme ça que je résumerai un petit peu les choses. Alors la toute dernière question, et on vous libère. Je crois qu'il y avait... Oui, la dame devant, qui était... Moi j'en avais plein des questions, mais je pense qu'on n'abordera pas tous les sujets.
Le micro ne marche pas, mais il va fonctionner bientôt. Parlez bien dedans. Allez-y. Allô ? Voilà, c'est bon, Oui. c'est bon. C'est un peu loin de tout ce que vous avez dit, mais ça me touche parce que je travaille avec le langage. Et le mot critère, critique, tout ce qui se dérive de notre langage en relation à ces mots, pour les Grecs en tout cas, y compris cri, et c'est une séparation. Et si on essaye de trouver les dérivations en français, en latin, de ce mot-là, on trouve toujours cet aspect division, séparation, pointage, etc. Je trouve ça très intéressant dans votre travail, parce que c'est ça. Et puis, je pense que si on réfléchit à ça, on n'a pas besoin de parler des mauvaises critiques ou des bonnes critiques, puisque c'est un point qui se personnalise ou qui s'individualise, je ne sais pas, et qui montre quelque chose. C'est suivre les pas, las huellas, et à ce moment-là, permettre une continuation d'un travail. Et le cinéma, je trouve que c'est une école formidable pour montrer ça. Parce qu'on fait le point dans l'actuation, dans les mots qu'on a choisis, dans les textes, dans la lumière. C'est toute une espèce d'orthographe qui se place par rapport à ce critique. Et je trouve beaucoup plus, pour moi en tout cas, très touchant, c'est parce que j'ai travaillé auprès d'une population qui a énormément de problèmes de langage et qui m'a appris que critères, on peut aussi parler des cris, T-A-I-R-E. C'est la population autiste qui part dans ces deux sens-là, critères. Et là, j'ai beaucoup appris avec ces deux mots, avec ce mot divisé en deux par rapport à ça. Et là, par rapport à votre travail, excusez-moi l'interpolation comme ça, un peu grossière, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'on peut parler de critique constructive ou je ne sais pas quoi, mais c'est toujours un point qui se place dans un lieu où il fallait qu'il soit placé. Après, les conséquences peuvent être X ou Y, mais ça ne dépend pas non plus. Si, ça dépend de la mauvaise ou de la bonne ponctuation, mais ça ne dépend pas de la personne. Et que vous êtes quand même dans un lieu privilégié pour montrer que dans ces pas-là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis, comme disait Godard, tout l'engrenage du cinéma doit avoir une vision politique. Et c'est grâce à ces pointages, à ces repères, à ces suivis que l'entrée en politique du cinéma peut se faire. Voilà, c'est tout. Merci. Merci. Mais il n'y avait pas de question, je crois. Non, il n'y avait pas. J'imagine que tout le monde est d'accord avec. Oui, quand même. Merci beaucoup. C'est la fin de cette rencontre. Merci à vous d'avoir été patient, parce qu'on a débordé un petit peu. Je remercie chacun et chacune d'avoir joué ce jeu. Je pense qu'il faudrait qu'on recommence ce genre de discussion pour aller au bout. On n'a pas parlé, par exemple, de la critique au temps des plateformes, évidemment, que devient le monde a un peu changé. Ça sera un sujet pour une autre rencontre. Le cycle Honoré se poursuit dès ce soir. Vous pouvez voir Dans Paris à 21h. Et quant aux critiques, on peut voir demain à 19h, ici même, en salle 300, Serge Dadé, une idole, donc un montage d'extraits autour de la parole de Serge Dadé, et aussi centré sur la pièce de théâtre Les Idoles de Christophe Honoré. Et également demain, on peut voir à 21h Tout sur ma mère, en compagnie de Jean-Marc Lalanne et du texte qu'il avait écrit à l'époque. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci à vous.